Bonsoir tout le monde, bon lundi soir tout le monde. Nous allons parler ici de la Fondation Luma, fondation à vocation philanthropique, sise dans la ville d'Arles, qui revendique son engagement pour la création sous toutes ses formes, mais aussi pour l'environnement, pour l'éducation et pour les droits de l'homme. Dont le plus éclatant symptôme est une tour érigée par l'architecte Franck Gehry, dont l'inauguration s'est tenue en juillet dernier. Du haut de ses 56 mètres, elle surplombe la cité arlésienne et est visible à 1000 milles à la ronde. Position confortable depuis laquelle sa fondatrice, Maya Hoffman, 483e fortune mondiale, grâce à l'empire pharmaceutique Hoffmann-La Roche, qui s'est notamment illustré par la catastrophe industrielle de Seveso, et dont elle se trouve être l'héritière. Position confortable donc depuis laquelle la fondatrice de la fondation peut remodeler dans le plus grand des calmes la ville de 53 000 habitants à la guise de ses ambitions. Ville au sein de laquelle elle possède entre autres 3 hôtels de luxe et 5 restaurants. Mais la Fondation Luma n'a pas attendu la tour pour œuvrer dans la cité arlésienne, avec notamment les Luma Days, depuis 2017. Sorte de think tank d'artistes et d'intellectuels aux intitulés ambitieux, tels que Imaginer des futurs pour une ville et une biorégion, l'hospitalité à la recherche d'emplois communs, Ensemble, une déclaration d'interdépendance, En transit, une géographie du changement, ou Recomposer, itinéraire pour des mondes possibles, avec des invités aussi surprenants que Paul B. Preciado, Virginie Despentes, Sandy Hilal, Elsa Dorlin, Alain Caillé, Marie Scondé, Richard Senet, Béatrice Dalle, Bernard Stiegler, Jean-Baptiste Fressoz ou Baptiste Morisot. Pour nous aider à démêler ce blougi-boulga ultra-contemporain, nous avons le plaisir et la joie et l'honneur de recevoir Swan et Tatiana et Marie, arlésiens, qui co-organise entre autres le Campus Sauvage, le festival de sciences humaines qui se tient en parallèle des 10 Luma Days, qui ont co-géré longtemps notamment le café Le 17, le café associatif Le 17. Et certains d'entre eux sont également contributeurs à l'ouvrage collectif Manger Luma. Avec joie. Nous recevons également Guillaume Marot, artiste et étudiant en droit, ainsi que le fantôme de l'art et quelques amis. 2 parutions arlésiennes ont retenu notre attention au moment du lancement de la tour en juillet dernier. Donc, le numéro 12 du journal L'Arlésienne et son dossier consacré à Luma, le journal local, ainsi que l'ouvrage collectif Manger Luma. Pour poser le décor, nous allons vous lire l'édito de l'un et l'exergue de l'autre. Je vais commencer par l'édito de l'Arlésienne. Le tournant. La marche arrière est cassée. La tour inaugurée. Maya Hoffman a pris le risque du dur. Pour son projet, c'est grand, ça brille, c'est puissant. Arles est tatoué pour au moins quelques décennies. Le tourisme, les commerces et les investisseurs changent de visage. Dans les années 1990, la ville subit sa désindustrialisation. Michel Vauzel, alors maire d'Arles puis président de la région, engage le territoire dans l'économie de la culture. Alors indolente et au prestige discret, Arles attire en son centre une population à son image. Au comptoir sociologique, on raconte que s'installent les petits bobos, fonctionnaires en quête de qualité de vie, travailleurs de l'environnement attirés par la Camargue et la Crau, compagnies de théâtres inconnus, photographes amateurs ou amateurs de musique du monde. Tous ceux qui sont attirés par une ville à taille humaine, au soleil, accessible, avec de la place pour inventer des choses. Mais la fin de la récré a sonné pour ces gentrificateurs du dimanche. Les voici gentrifiés à leur tour, et par de vrais professionnels. L'immobilier touristique touche la ville comme si elle était une métropole mondiale, et les places se font chères. Les maisons secondaires s'entassent comme les volets fermés en hiver. Trinquetaille est devenu attirant pour les bobos et amateurs du centre-ville, chose impossible à croire il y a 10 ans. Côté emploi, la cheminée de Guéry vient couronner l'usine qui fourmille de 300 ouvriers d'un nouveau genre. Un chiffre que distille la Fondation pour être pudique. C'est plus. Un centre d'art de 32 239 m², des hôtels, des restaurants. Il faut bien les moyens illimités d'une des plus grandes fortunes mondiales pour les faire tourner. Si Maya Hoffman dit faire tout ça pour Arles et pour les Arlésiens, elle choisit sa méthode avec ses équipes.
Création d'emplois, innovation, formation, partenariat en sont encore à leur balbutiement. Dans le discours, Luma veut diversifier ses activités et accompagner la création d'emplois dans le sens de la transition écologique. Mais Maya Hoffman ne promet pas d'effacer les inégalités dans le monde ni de sortir du capitalisme productiviste dont elle tire sa capacité à agir. Elle inaugure une tour énergivore au coût pharaonique quand 22,7 des habitants sont sous le seuil de pauvreté. Le poids du chômage structurel et sociétal du territoire ne va pas véritablement être perturbé par l'éclat du geste architectural. Les déséquilibres sociaux et problèmes économiques vont perdurer. Au mieux, Arles s'en sortira davantage que ses voisins dans la concurrence des territoires. C'est d'ailleurs cet avantage qui attire les nouveaux. Autrefois bêtes de foire et marginaux, les amateurs de spritz aux pantalons fluo ont aujourd'hui leur résidence secondaire, leur bar et leur galerie. Bourgeoisie parisienne, internationale, artistes, étudiants viennent gonfler les rangs. Voilà pour tout ce qui brille. L'angle mort, l'économie traditionnelle et les habitants déjà présents, toujours majoritaires, hors des logiques du centre-ville. Les événements de cet été fixent un tournant, nouveaux monuments, nouvelle population, nouveaux élus, nouvelle directrice de l'école de la photo, nouveau directeur des rencontres, nouvelle reine d'Arles, première marche des fiertés. Manger Luma commence ainsi. Bientôt l'heure de la reprise. Enfin, la grande tour qui trône sur Arles depuis de trop longues années va baisser pont-levis, le 26 juin. Ah non, pardon, elle ne commence pas ainsi, je me trompe. C'est bien ce que je me disais. 2 ans de lecture. Mesdames et messieurs, bienvenue en gare d'Arles Luma Fondation. Découvrez cette cité chic et sauvage, joyau de la romantique et capitale de la Camargue. Entre tradition et modernité, un territoire réhabilité par notre généreuse mécène Maya Hoffman, avec le concours des laboratoires Hoffman-La Roche. Première Smart City durable d'Europe, archipel d'art et de culture, Arles Luma Fondation redessine les frontières de l'humanité. Les pieds dans l'eau, mais la tête dans les étoiles. Les citoyens de la Fondation Luca Marina Hoffman vous souhaitent une agréable expérience. Il est actuellement 13h12 heure locale et la température extérieure est de 39 degrés. Merci encore d'être venus, chers amis. Je voudrais... En fait, je me souviens, cet été, quand je découvrais Arles avec une amie pour la première fois, elle m'a expliqué qu'un tiers de la ville appartenait depuis longtemps à des grands bourgeois de la culture, la famille Nyssen. Voilà. Les fondateurs d'Actes Sud, les ministres, tout ça. Qu'un autre tiers appartenait depuis peu à Maya Hoffman. Vous avez grandi là-bas, vous vivez là-bas, ou bien vous vivez là-bas depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment c'était Arles avant et comment vous avez vu la ville basculer, par exemple? Parce qu'elle a dû basculer depuis, à ce que j'entends et à ce que je vois. Merci de nous recevoir. Déjà, c'est super cool d'être avec vous. Moi, ça fait bientôt 7 ans que je vis à Arles. Et je pense que le phénomène le plus visible, c'est le phénomène de gentrification. Et moi, quand je suis arrivée à Arles, je ne savais pas du tout ce que c'était en fait la gentrification. J'avais jamais entendu le mot. Et je pense que c'est une échelle de ville qui m'a vraiment permis de comprendre ces phénomènes qui étaient décrits à des échelles beaucoup plus grandes dans d'autres villes. Du coup, peut-être que l'idée, c'est le déferlement de touristes et de nouveaux habitants qui arrivent attirés par cette culture qui est en train de se développer. Mais c'est aussi tous les commerces, tous les restaurants, tous les bars qui sont vraiment des choses très différentes et qu'on ne voyait pas avant. C'est des places qu'on pourrait qualifier de... Moi, je me rappelle de cette place qui s'appelle la place Voltaire. Je pense que quand je suis arrivée, c'était vraiment la place où il y avait tous les cafés des Arabes et tout. Et maintenant, c'est de plus en plus une place sur laquelle on va voir des restos un peu bobos, un hôtel un peu chic, etc., etc. Et donc, petit à petit, on voit des classes, ou en tout cas des gens qui sont plutôt des locaux et des natifs de la ville qui sont relégués un petit peu plus loin, en dehors du centre ancien. Peut-être que ça, c'est un premier truc assez visible qu'on peut voir. Mais aussi, l'autre exemple assez cool, c'est tous ces magasins de rien qui arrivent. Une espèce de boutique de souvenirs ou de magasins d'art déco et toutes les galeries. Enfin, je pense qu'il y a 14 galeries par rue, c'est un truc absolument
hallucinant. Voilà pour ma part. T'as fait le taf. Toi, tu connais Arles depuis combien de temps? Mais moi, en fait, je suis celui qui va parler avec l'accent. Moi, du coup, je suis pas arlésien depuis hyper longtemps, mais j'ai grandi à 20 minutes d'ici, à 20 minutes d'Arles. Donc, j'ai pas une expertise particulière pour parler d'Arles il y a longtemps, mais voilà, ouais, ce qui a été dit, c'est pas mal. C'est une bonne description de la mutation de la ville. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter par là? Je sais pas, plein de choses. Là, je suis un peu intimidé, mais ça va venir. Et c'était... Ouais. Ouais, dis-moi. Vas-y. Je sais pas, genre, c'est quoi les... T'as pas des souvenirs d'endroits ou de lieux qui n'existent plus, d'ambiances qui ont disparu, de trucs qui te manquent, de... Mais à vrai dire, quand même, je dois quand même dire ça. C'est qu'en fait, je peux pas parler avec un grand historique arlésien, tu vois. Je peux pas prétendre que Arles était comme ci, comme ça il y a 15 ans, parce qu'en fait, en vrai, moi j'y habite vraiment sur place depuis, j'en sais rien, 2016, un truc comme ça. Donc c'est relativement récent. Mais même déjà là, à cette échelle de temps-là, il y a eu des modifications, un délire, quoi. Vraiment. Et quand on te parle de... il y a une accélération, enfin on parle de gentrification, c'est pas une abstraction, tu vois. Il y a vraiment eu une accélération d'un remplacement de la population. C'est peut-être une tarte à la crème, là, l'expression mixité sociale, tu vois. Mais il y a vraiment un truc où le centre-ville, il est divers sociologiquement parlant. Et oui, clairement, c'est de plus en plus complexe. Et à l'échelle de 5 ans, c'est de plus en plus complexe de louer des lieux, en fait, de louer des espaces. Donc en fait, c'est concret, c'est matériel. En fait, si tu veux louer un endroit, t'arrives ici et tu veux louer un appart, hyper chaud, pour plein de raisons. Il y a la question des Airbnb, on abordera ça peut-être après et tout ça. Arles, c'est la ville où il y a le plus de Airbnb de France au mètre carré. Bref, le tournant que la ville a prise dans les années 2000 fait que ça rend la vie des gens qui habitent dans le centre-ville en particulier complexe. Ce qui ne veut pas du tout dire que je suis en train de parler, je suis en train de pleurer en tant que gens de centre-ville. C'est que il y a déjà les banlieues, les quartiers autour qui vivent une ségrégation urbaine totale, sociale de ouf et tout. C'est les quartiers les plus pauvres. Mais dans le centre-ville, bah, du coup, ça arrive aussi là. Et du coup, grand remplacement. Alors moi je suis arrivée à Arles il y a 4 ans et pour compléter juste un peu ça, ce dont je me souviens c'est que quand je suis arrivée en connaissant pas cette ville, etc. Ville communiste depuis 3 mandats, moi j'avais cette fausse image là, cette illusion de j'arrive dans une ville de gauche. Et il y avait une espèce de torpeur en fait. C'était il y a 4 ans mais le spectre de la tour qui n'était pas encore érigé, en tout cas de ce que allait être cette fondation, dessinait déjà plein de choses, c'est-à-dire des commerces qui se louaient pas parce qu'on attendait l'ouverture. Alors l'ouverture de la tour, enfin de la fondation Louma, elle a été repoussée plusieurs fois. Elle était annoncée à la base pour 2020, je pense. Avant même, 2018 je crois. Mais il y avait des commerces qui se louent pas parce qu'une fois qu'il y aura la tour, on pourra le louer plus cher. Des maisons et des appartements, des logements qui se vendent pas, qui se louent pas parce que il vaut mieux attendre. Et il y avait cette torpeur qui était très nette, quoi. Ça m'a marqué. Et le truc, c'est qu'il y a eu... l'ouverture a été repoussée. Là, ça y est, la fondation existe. Alors même si la fondation était déjà implantée, il s'y passait déjà des choses, on en parlera et tout. Et en fait, il y a une espèce de truc qui retombe. Juste pour spoiler, j'ai l'impression que maintenant, elle est ouverte. Et puis en fait... Pas plus. And so what? Il y a une espèce d'attente, il y avait un truc comme ça bouillonnant, mais cette ville va changer de visage du jour au lendemain. Elle va changer de visage, elle change de visage, on vient de le dire, mais en même temps, en fait, il se passe pas grand chose. La tour, c'est moins... Ouais. En fait, tout change pas. Elle est décevante cette tour, tu peux dire? Non, moi j'avais pas d'attente, mais... Au final, c'est dans son coin, quoi. Non, mais il y a un truc d'échelle aussi, juste pour les personnes qui connaissent pas Arles, c'est la plus grande commune de France, de France métropolitaine, parce qu'il y a la Camargue, en gros, c'est des marais et des rizières, quoi. Mais le centre-ville est très concentré.
Et le projet de la fondation, qui s'étend sur, je sais plus, tu viens de me dire combien d'hectares, il faut imaginer que c'est un arrondissement de Paris, quoi. Enfin, il y a un truc d'échelle qui est complètement dément, c'est-à-dire qu'elle s'approprie petit à petit, au fil des années, je vais pas dire de conneries, mais en rachetant à la région, en mettant en bail amphithéotique, que je sais même pas trop ce que ça veut dire, machin. Elle s'approprie tout un espace, et c'est à l'échelle de la ville, c'est juste, même juste géographiquement, c'est une proportion de la ville énorme, quoi. Ce serait à Paris, il me semble que s'il y avait tout un arrondissement qui passait aux mains du privé et dont elle fait strictement ce qu'elle veut parce qu'elle est seule chez elle, quoi. On en entendrait un peu plus parler. Il y a ce truc. Coup, d'être là pour en parler. Il y a ce truc là, ce que tu viens de dire, Marie, il y a vraiment ce truc qui est chaud à saisir, je trouve. Une des spécificités de l'UMA, c'est que cette fondation, en fait, son emprise est énorme par rapport à genre Louis Vuitton ou Pinault, tu vois. Vuitton à Paris, ça doit être un truc. Je sais pas, je suis pas parisien. Ça doit être un truc. Mais ça a pas. Il n'y a pas une emprise sur la ville dans tous les champs, dans l'économie sociale et solidaire, d'un côté dans le champ éducatif, sur le terrain de l'écologie, dans tous les terrains. C'est pas la même chose, il n'y a pas la même emprise. Et chez nous, il y a vraiment une espèce de truc qui est effrayant, de la pieuvre gigantesque. Enfin, la puissance politique de ce truc est monumentale relativement à la taille du territoire. Même si c'est la commune la plus étendue, comme elle a dit, mais dans le centre-ville, en tout cas, c'est énorme, en fait. La prise de ce truc, voilà. Et voilà. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant et ça fait peur, un peu. Avec aussi une position de Maya Hoffman qui arrive avec l'idée d'un projet pour la ville. Elle a un projet pour la ville d'Arles, donc elle est vraiment dans une dynamique qui consisterait à dire qu'elle est capable de penser et de se substituer à certains endroits des pouvoirs publics, quoi. Tu veux dire qu'elle n'a pas des projets que pour sa tour, elle a des projets pour le futur, pour la région. Oui, pour la culture, on a cité toutes ces thématiques, culture, éducation, écologie. C'est quand même une femme qui a réussi à dire dans une interview en, je sais pas, 2016 peut-être, qu'elle prétendait que sa tour serait la tour de la conscience écologique et de la dignité humaine. Enfin, je veux dire, ça dit aussi qu'elle est enfin, je sais pas, la position intellectuelle dans laquelle elle se met en construisant cette tour, quoi. Il s'agit pas de faire juste une fondation d'art, ce qui peut-être est déjà une question, mais il s'agit pas que de ça, quoi. Il y a vraiment un projet derrière, ou en tout cas il y a la volonté d'organiser des concertations citoyennes, et elle le fait. Enfin voilà, donc il y a plein de choses qui arrivent avec cette tour qui est érigée dans la ville. Ouais. Non, par rapport à ces concertations citoyennes, effectivement, mais toujours dans ses propres termes, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir, elle va solliciter tel et tel acteur pour penser le réseau Londres, New York, Arles, tu vois. Mais elle va choisir à qui elle s'adresse. Et c'est ça aussi cette torpeur, c'est-à-dire que du coup, économiquement, alors évidemment, il y a le poids des emplois, ouais. Et de personnes qui attendent beaucoup parce que tu as cité le taux de pauvreté dans les quartiers prioritaires, c'est 51% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a une espèce d'attente parce que c'est une promesse, quoi. Mais en vérité, elle redessine la ville aussi à sa manière. Mais elle peut le faire, en fait. Genre, parce que la ville aussi est dans l'état où elle est et que du coup... Non, je m'emballe. Non, mais peut-être t'as des questions, mais sinon on peut essayer de faire un espèce d'historique un peu... Enfin, voilà. De la ville. Alors, peut-être deux, trois éléments qui font que la fondation Luma s'installe dans cette ville, et puis après... j'ai perdu mon fil. Putain, c'est bien. Moi, j'avais une question vraiment... Ah oui, super. Hyper basique, c'est pourquoi est-ce qu'elle a choisi Arles, en fait, parce que des petites villes de province sympathiques, c'est pas la seule qui existe, et dans vos yeux, qu'est-ce qui fait que cette ville tout d'un coup elle a retenu son attention, et voilà, qu'est-ce qui fait qu'elle se retrouve là, en fait?
Et pas à Besançon ou à New York ou... Bah, il y a plusieurs éléments, tu vois, pour répondre à ça, mais elle y a grandi déjà. Elle est suisse et camarguaise, comme elle aime à se définir. Donc elle est d'ici, et elle est de Arles, quoi. Et donc ça lui donne une légitimité, ça c'est important. Elle vient pas de l'extérieur, selon elle. Et après, à part ça quoi bon, du coup, elle a un attachement particulier, affectif, familial, simplement. Et puis aussi, en fait, c'est ce qui a été un peu dit dans ce que tu as lu au début, dans l'Arlésienne, dans l'édito de l'Arlésienne, du journal local. Là. Il y a ce truc que... Excuse-moi, je perds mes idées en même temps que je dis des phrases. Ta légitimité. Ouais, attends, j'allais dire quoi? J'ai Pourquoi perdu. non? On peut peut-être dire aussi que sa famille Tu perdu. est implantée depuis longtemps à Arles. Oui, ça oui. Tout en Ah oui, ça y est. affaires ailleurs, mais, voilà, que son grand-père, on m'arrête si je dis une connerie, son grand-père a donc fondé la Tour du Vala, qui est un genre d'observatoire ornithologique en Camargue. Son père, non? Grand-père, ça, c'est le père. Je crois que c'est son père. Hein. A également jeté les bases de ce qui est devenu la Fondation Van Gogh, qui dirige aussi. Voilà, juste pour faire un... Oui, et du coup, ça y est, ça m'est revenu, je crois. C'est que, en fait, ce qui a été dit dans l'édito, là, c'est qu'en fait, il y a une espèce de conjoncture économique où moment de déshérence industrielle, des grandes inondations en 2003, début des années 2000, on va dire, l'usine Lustucru qui ferme, les papeteries Etienne, c'est un peu plus tard. Mais en tout cas, il y a une espèce de pari des politiques, de la mairie, et une espèce de pari de la mairie de miser sur l'art, de tout miser sur l'art et la culture. Ok, on va redorer le blason de Arles, le blason historique de Arles, en misant sur l'art et la culture. Et là, du coup, fantastique, tu vois. Tu possèdes Maya Hoffman qui a 6 milliards de dollars de capital. J'en sais rien, plus ou moins 1 milliard, c'est un détail. Qui a 6 milliards de dollars de capital. Et du coup, c'est cadeau, quoi. Ça va ruisseler partout. Elle va pouvoir racheter les ateliers SNCF. Elle va pouvoir revaloriser un patrimoine qui s'effrite, etc., etc. Et donc là, il y a une espèce de conjoncture et d'alliance politique, des politiques avec cette actrice économique. Et d'ailleurs, il y a une espèce d'unanimisme politique qui est hallucinant. Ça aussi, c'est vachement important. C'est-à-dire que de gauche à droite, allez, on enlève peut-être 2-3 fachos, éventuellement qui... Bon, on s'en fout. De gauche à droite, de gauche à l'extrême droite, grosso modo, tout l'éventail politique, ils sont là. Il faut commencer par adouber la reine d'Arles, et avant d'émettre potentiellement une petite critique sur la manière de faire, etc. Mais d'abord, on est tellement heureux et heureuse d'avoir Maya Hoffman sur le territoire, quoi. C'est l'aubaine, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Ça dit aussi l'espèce d'horizon bas de plafond des politiques qui pensent pas au-delà de... Enfin, je sais pas, la question économique qui se pose à eux, quoi. Ça, c'est un peu problématique, tu vois. Je sais pas. Et en même temps, culturellement, elle n'arrive pas non plus de nulle part, en fait. C'est pas une pionnière qui va elle avoir le coup de foudre pour Arles et se rendre compte des potentialités de cette ville. Il y a les rencontres de la photo depuis 50 ans. Il y a tout le patrimoine autour de Van Gogh, elle capitalise aussi là-dessus. Elle n'arrive pas non plus... il y a déjà un regard sur Arles, il y a déjà une pratique culturelle importante, même si saisonnière. Ouais. Merci. Ah. Saisonnière, là. C'est ça, elle a même pas le mérite d'avoir découvert un truc, quoi. Oui. Je trouve. Soit on n'est pas pour le mérite, nous. Oui. Moi, j'avais juste une petite question parce que, en fait, bon, c'est pas nouveau qu'une ville soit concernée par des phénomènes de métropolisation avec des constructions massives d'art contemporain exhibées en centre de la ville ou en périphérie qui accompagnent des processus de gentrification. Mais ce qui est particulier sur ce qui se passe à Arles, je crois, c'est que c'est une entreprise menée par une personne, une mécène ou pas d'ailleurs. Il y a un bon article, je crois, je sais plus si c'est dans l'Arlésienne ou dans Mangelouma, sur est-elle une mécène comme les autres, etc. Et ce qui est assez marquant, c'est que
c'est tout son registre de justification pour en fait, justifier le fait d'investir comme ça, de donner 150 millions d'euros sur un principe qui relève à la fois du paternalisme et en même temps d'une entreprise économique qui est largement en fait déguisée. Et donc dans l'entretien avec Madame Hoffman qui est dans l'Arlésienne, elle dit « Je veux faire un travail de fond qui n'est pas de l'esbrouf ». Et après elle poursuit « La culture donne l'opportunité de s'exprimer différemment comparé à d'autres secteurs. De facto cela devient engagé, et de facto ça devient politique. Mais je ne revendique aucun rôle politique. Vous voyez la différence ?» En réalité non, en fait on ne voit pas la différence parce qu'il n'y a pas de différence. Donc tout son discours consiste en fait à dépolitiser son action à la fois économique et politique, mais aussi à ingurgiter une somme de critiques qui ont été fournies par les espaces militants. C'est les critiques d'artistes, les critiques écologiques, à les internaliser dans son processus de développement économique qu'elle mène de manière juste individuelle, en distribuant des quantités d'argent qui nous paraissent, nous, absolument stratosphériques, alors que pour elle, c'est l'équivalent d'un café au bistrot du coin, quoi. Donc, est-ce que vous pourriez un peu détailler, en fait, qui est cette Madame Hoffman, d'où vient, en fait, la richesse, parce que sans faire le mauvais marxisme, il y a forcément l'exploitation qui se cache quelque part, et je crois qu'il y a une petite histoire d'industrie pharmaceutique, et il y a aussi ce que vous pourriez revenir sur le fait, enfin, la manière dont elle justifie son engagement, et comment est-ce que, en fait, elle ne permet à aucun discours d'avoir une prise sur ce qu'elle raconte en termes de politique. C'est-à-dire, de fait, elle annule toutes nos formes de critique possibles en disant que ce qu'elle fait est dans un but de droit commun ou pour la question écologique, quoi. Il y a 4 questions en une, c'est trop bien. Maya Hoffman, c'est l'héritière des laboratoires pharmaceutiques Hoffman-La Roche. C'est donc par cet héritage entre la 420e et la 450e fortune mondiale. Donc, Elle personnellement, ouais. Oui, elle personnellement. Pas la fratrie. Pas la fratrie, pas la famille, juste elle. J'essaye de me rappeler le fil de ta question. Voilà, donc les laboratoires, pour la petite histoire des laboratoires Hoffman-La Roche, c'est notamment des laboratoires qui sont impliqués dans la catastrophe de Seveso, cette petite ville dans laquelle il y a eu une catastrophe industrielle que peut-être d'autres personnes raconteront mieux que moi. Non, d'accord. Si tu veux. Hein. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Bah, je vais lire si tu veux si Ouais, tu veux, je lis un petit bout. Je peux faire ça ? On peut faire ce qu'on veut, je crois. C'est un article. Ça a été écrit plusieurs fois dans ce truc, dans ce recueil. Mais ça, c'est un article qui s'appelle L'éléphant dans la pièce. Et il y a marqué: oubliez aussi que Papa Hoffman siégeait au conseil d'administration de la boîte quand a eu lieu la catastrophe de Seveso en 1976, dans une de ses usines. Oubliez que le nuage de dioxine a provoqué l'intoxication de dizaines de milliers de personnes, des lésions cutanées jusqu'aux tumeurs au cerveau, et qu'aucun dirigeant du groupe Hoffman-La Roche n'a été inquiété par la justice. Répétez plutôt que Papa était avant tout un fervent défenseur de l'environnement et un ornithologue passionné qui a fondé le WWF et le centre de recherche La Tour du Vala en Camargue. Oubliez également qu'en 2001, la petite entreprise familiale est reconnue coupable d'avoir créé un cartel d'entreprises pharmaceutiques dans le domaine des vitamines et est condamnée à verser une amende record de 462 millions d'euros. Répétez plutôt que Maya Hoffman s'engage depuis des années pour la ville, pour la création, l'environnement, les droits de l'homme, l'éducation. Bon bref, ça c'est un passage de ce truc-là, mais ça dit ces deux choses-là. La catastrophe de Seveso, qui a eu lieu dans le nord de l'Italie, et voilà, un arrangement, un petit cartel d'entreprises pharmaceutiques qui leur a coûté une amende record, la première amende, je crois, que l'Union européenne délivrait, de 462 millions d'euros. Ils ont été, je crois, reconnus coupables de tous les chefs d'accusation, de tous les accords en fait entre eux. Il y avait une espèce de cartel énorme de plein d'industries pharmaceutiques qui se sont accordées sur des prix, et voilà. Bref, ça c'est pas pour... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours, comme tu dis, il y a toujours... on a l'impression que ça tombe du ciel, qu'elle arrive avec ses bonnes intentions, mais évidemment, en fait, ça tombe pas du ciel. Évidemment, il y a des réalités matérielles derrière, et sa richesse, elle tombe pas de nulle part. Et elle dit, elle aime à dire dans des entretiens, dans des interviews, là, elle aime à dire que son engagement n'a rien à voir. Rien à voir. Elle déconnecte, en fait, son capital de son engagement. Enfin, bref...
qui peut entendre un truc pareil, enfin qui peut croire un truc pareil. Évidemment, nous si on peut pas racheter les anciens, peut-être qu'on en parlera après, mais en 2019 elle a encore racheté un nouveau bâtiment là à côté dans la rue du Cloître en face de son hôtel, des annexes de la ville, un local, pas un local, une espèce d'énorme magnifique comment on appelle ça, un bâtiment public avec une cour intérieure, des coursives, un truc exceptionnel. Si elle achète ça à 1,4 million, c'est bien parce que là elle peut claquer 1,4 million, et t'as dit c'est le prix d'un café, mais effectivement je crois que c'est dans un des articles qui est là dedans, c'est que si tu ramènes 1,4 million à son capital, effectivement c'est le prix d'un café. C'est pas une plaisanterie, je crois que c'est vraiment le calcul réel. Donc ça paraît hallucinant faire ça, mais en fait c'est ça, si tu vas t'acheter un café, c'est la même chose, elle peut acheter ce truc là. Donc du coup évidemment qu'il y a un problème, évidemment qu'il y a une question de puissance financière là derrière, et juste après là on l'a même pas dit, mais c'est juste l'indécence totale qu'une personne toute seule puisse posséder je sais pas 6 milliards de dollars, enfin what the fuck. Et puis, pour le coup, t'as l'impression, moi dans tout ce que j'en ai lu, c'est que les pouvoirs publics, leur seul boulot, c'est de laisser faire en fait. Qu'elles rencontrent aucune opposition, jamais, parce que tout le monde rêve de ruissellement, et puis que ceux qui promeuvent le ruissellement sont ceux qui en reçoivent les premiers pauvres ersatz, les premières miettes, et que... En fait, les pouvoirs publics, là, dans tout ce que je lis, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils se disent tout ce qu'on peut faire de mieux, c'est de laisser faire, en fait. Et qu'elle peut, comme ça, commencer à être la reine de la ville. C'est même marrant, je pensais à ça, parce que je crois que du haut de sa tour, elle arrive à remodeler aussi la circulation, à ériger des ronds-points et tout ça. Alors je me disais, tu sais, comme le baron Haussmann, c'est la baronne Hoffmann, quoi. Elle est pas mal en vrai. Elle gère le pouvoir, le royaume public, quoi. Un truc bizarre, un peu oxymore, quoi. Moi, à ce sujet, en fait, je pense que l'un des problèmes, mais ça rejoint la question qui était posée tout à l'heure, c'est que, en fait, évidemment, il y a plein de villes qui connaissent des phénomènes de gentrification massive et des arrivées de mécènes, etc. Mais en fait, c'est parce que à plein d'endroits, il n'y a pas d'autre imaginaire, quoi. On ne peut pas concevoir dans une ville de la taille d'Arles qui est en catastrophe industrielle, qui subit des inondations et qui est à un point, somme toute, assez critique, machin. On ne peut pas concevoir qu'en fait, il y a d'autres possibles que de vendre ta ville à des investisseurs, quoi. C'est la seule façon par laquelle l'argent peut revenir dans la ville et du coup, il y a une nouvelle dynamique qui peut s'implanter. Et en fait, ce truc-là, il est un peu intéressant parce que finalement, Hoffmann, elle arrive avec tout ce discours hyper construit d'émancipation et de liberté et de redynamisation culturelle. C'est dur, hein, là, de suivre le truc. Mais en fait, elle produit aussi en parallèle tout un réseau d'hôtels de luxe. On a parlé des bâtiments patrimoniaux qu'elle rachète, mais il y a quand même des hôtels à 200 € la nuit. Enfin, et en fait, toutes ces choses-là, et je dis ça, et des restaurants étoilés, et machin, et donc c'est... Et elle appelle ça l'archipel, bien sûr, parce qu'elle reprend les mots d'Édouard Glissant. Et du coup, ce truc-là, en fait, ça s'adresse à qui ? C'est pour qui ? Est-ce que c'est de la culture ? Ou est-ce qu'en fait, c'est encore une offre marchande qui est destinée à d'autres ? Et voilà, comment on fait le lien entre les deux et comment est-ce que finalement on arrive à effacer et à invisibiliser le truc que c'est aussi une espèce de grosse entreprise capitaliste qui est en train de s'installer dans la ville, quoi. Moi, en parlant avec des copains et tout ça, j'ai entendu des rumeurs aussi extravagantes que marrantes, quoi. Il y en a deux particulièrement qui ont retenu mon attention. C'est celle que c'est qu'en fait, elle aurait érigé cette drôle de tour à l'air un peu rabougrie pour se venger d'un chagrin d'amour qu'elle aurait eu avec un notable arlésien, quoi. Et je me disais, plus fort que le Revenge Board, le Revenge Tower. C'est le twist de l'émission. Ça tourne. Et aussi, autre théorie un peu aux airs un peu complotistes comme ça que j'ai lu, c'est qu'en fait,
son père, donc l'ornithologue un peu sympathique, comme ça, qu'en fait dans l'idée de préserver des zones, mais ce que je vais dire c'est sûrement d'une indécence sans nom, je suis désolé, c'est une théorie extravagante, quoi, mais que je trouve vraiment très curieuse, quoi. C'est que en fait les ultra riches qui auraient en partie fondé WWF commençaient à préserver des zones habitables pour que plus tard, quand tout se serait effondré, ils puissent les habiter et puis les faire s'effondrer, mais un peu plus tard simplement, quoi. Et par rapport à ça, c'est marrant parce que j'ai lu aussi qu'en fait à Arles, j'ai lu ça dans Manger le noir, que Arles, c'était quoi ouais, que en cas d'embargo, 95% de la population du territoire pourrait survivre sans encombre. Là, vraiment, je cite, pour info, une ville écolo comme Grenoble, c'est 2%. Ça, c'est bon. Donc, c'est des trucs vraiment curieux, quoi. Je sais pas, excusez-moi. C'était ni une question ni rien, c'était une observation que je voulais rajouter. Parce que je l'avais écrit, que je voulais le dire. Voilà. Non, mais sur pourquoi Arles et tout ça, quoi. Après, c'est des trucs évidemment sûrement un peu délirants, mais qu'il y a un truc curieux là-dedans. Est-ce qu'on peut. Ouais, vas-y. Non, est-ce que sur le mécénat, Guillaume, toi, ouais, non, c'est clair, oui, je pourrais rentrer dans la conversation sur le mécénat et dans la question que tu posais juste avant les remarques complotistes. Il y avait cette idée un peu que les pouvoirs publics sont impuissants face à la violence du projet Luma. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a ce présupposé derrière qu'il y aurait quand même un financement public qui serait moralement ou éthiquement meilleur que ce financement privé ou ce mécénat privé, en sachant que finalement c'est quand même la coalition des deux, hein. Le mécénat, le principe c'est que c'est 60% de défiscalisation, donc c'est l'État et l'entreprise privée qui fondent un projet. Et je pense que c'est intéressant aussi de réviser, peut-être de réévaluer cette dichotomie qui est souvent présente dans la critique en art, en fait, c'est de dire il y avait un art qui était un peu pur, qui était financé par l'État bourgeois finalement, et il y a cette perversion de cet art autrefois financé par des moyens de financement public qui étaient soi-disant éthiquement meilleurs, par le capitalisme financier et la philanthropie privée, alors que finalement il y a une sorte de continuum entre les institutions artistiques et culturelles publiques de l'État bourgeois et la manière dont elles se développent, se reconfigurent aujourd'hui sous la forme de fondations privées, de fonds de dotation, et qu'il n'y a pas... Je pense que c'est aussi une occasion un peu de réévaluer, je ne sais pas si ça fait écho à des choses que tu as pu déjà entendre dans des débats critiques sur l'art, mais il y aurait une sorte de hiérarchie morale un peu entre l'art d'État et l'art du marché, certes, d'une part, et aujourd'hui l'art des fondations privées. Or tout ça s'entrelace et tout ça participe quand même d'un certain ordre culturel qui est l'ordre culturel bourgeois blanc, post-monarchie, quoi, en fait. Je pense que c'est intéressant aussi d'aborder les choses avec plus de complexité, en fait, que finalement derrière l'art. Il y a une histoire de l'oppression culturelle, et moi j'ai rencontré, je suis pas arlésien, donc je viens aussi un peu dans cette discussion avec un autre point de vue, mais j'ai rencontré Tatiana, Swan, Marie, en fait, aussi d'une manière aussi... Moi j'étais artiste, je commençais à me poser des questions, j'avais été nourri, j'ai un milieu bourgeois par toutes les mythologies de l'art, la liberté, l'expérimentation, l'invention, etc. Et puis mon expérience matérielle du champ de l'art me prouver que ça n'avait rien à voir avec ça et que ça avait à voir finalement avec la perpétuation de régimes de représentation assez conservateurs, assez réactionnaires, etc. Et en rencontrant du coup tout l'art. On peut en débattre, mais en tout cas, je pense que ça m'intéresse de réfléchir en tout cas au phénomène dominant qu'il y a derrière cette catégorie nominale art, et qu'en tout cas, si on prend un sens matériel de l'art, c'est-à-dire les institutions culturelles, artistiques, des pratiques sociales et culturelles, des régimes de représentation, je trouve personnellement, et ça peut se discuter, et je pense que c'est aussi l'enjeu de ce débat si on élargit un peu, que ça a plus à voir avec l'histoire de l'oppression culturelle par la bourgeoisie qu'avec les luttes de l'émancipation. Et je pense que là, il y a quelque chose aussi à discuter, aussi dans la manière dont la critique de l'art a été préemptée aussi par des artistes qui parfois sont dans des phénomènes d'avant-garde, qui vont dire non mais là cet art il est impur, mais moi j'ai un meilleur art à proposer, etc. Et que finalement tout ça
participe quand même d'un certain ordre culturel, et que moi je l'associe plutôt au développement de la bourgeoisie et de l'État bourgeois. Et par ailleurs, je sais plus ce que je disais avant, mais voilà, oui, moi en rencontrant Tatiana, Swan et Marie, et puis les collectifs qui se mettaient en place, parce que c'était aussi une vraie histoire d'organisation collective face à l'UMA, c'est que je voyais qu'il y avait des personnes qui avaient plus ce biais de la défense d'une position sociale dans le champ, en étant artistes, et qui peut-être faussaient aussi le rapport confrontationnel et de lutte face à une institution culturelle. C'est que je voyais des personnes qui en avaient rien à foutre en fait de leurs ambitions personnelles au sein de ce champ, et qui constataient juste de la dimension oppressive culturellement, et qui avait des conséquences très matérielles dans leur vie, et qui voulaient créer un rapport de force. Enfin, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y avait la volonté de créer un rapport de force avec l'art, en fait, avec la culture, avec toutes ces valeurs sacro-saintes. Mais là, ça se matérialisait concrètement à l'échelle d'un territoire, avec une institution, avec des mécanismes de domination très précis. Et ça a été un peu une sorte de rupture par rapport à la manière dont les luttes s'organisent souvent dans l'art autour des conditions de travail, ce genre de choses qui permet d'évacuer quand même la question de l'oppression culturelle. Et là, je rencontrais des phénomènes d'organisation collective qui voulaient aller au rapport de force aussi avec la dimension civilisationnelle, culturelle, progressiste qu'il peut y avoir derrière l'art. Et donc je me suis peut-être un peu je sais pas, je parle plus trop de mécénat, mais en gros c'est un peu comme ça le contexte, moi, comment je participe à la conversation et comment la rencontre s'est faite en fait. C'est moi venant de cette bonne bourgeoisie culturelle avec mes anciennes croyances en l'art et la culture, je croisais des mouvements d'organisation collective qui commençaient à créer des rapports de force que je ne trouvais pas dans mon milieu, où il y avait des formes d'organisation collective un peu centrées sur la question des conditions de travail. Et pourtant, j'observais qu'à l'étranger, il commençait à y avoir un peu des formes de lutte qui prenaient vraiment la question de l'art en tant que valeur culturelle oppressive. Et c'est ce que j'ai trouvé à Arles, et je pense que ça a à voir avec ce nouveau développement, cette reconfiguration. Moi, je n'identifie pas le passé pré-Luma, en fait. Enfin, on vivait bien sous le capitalisme et sous l'État bourgeois à cette époque. Mais je pense qu'il y a une reconfiguration des rapports de domination avec Luma qui... Voilà, où il y a quelque chose qui se manifeste par l'art et la culture, qui est une forme de pression un peu nouvelle, et je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce qui se crée à Arles, moi, dans ce dont j'ai pu témoigner, et ça m'a inspiré aussi pour en revenant après dans mes espaces de lutte sur comment on pouvait penser les luttes dans le champ de l'art, quoi. Peut-être c'est l'occasion de dire, par rapport à ce que tu as dit sur le fait de s'exposer ou que tu nous rencontres nous ou quoi, tout à l'heure tu nous as présenté comme nous trois faisant partie de... je sais pas quoi, t'as dit quoi, le café associatif le 17, le Campus Sauvage. Ouais, Campus Sauvage, qui est un festival de sciences humaines. Et puis appartenant au collectif des gens qui ont œuvré pour ce truc-là. Mais en fait, c'est important aussi de dire que, déjà, évidemment, nous, on ne parle pas au nom de ces collectifs-là. Évidemment, on parle en notre nom propre. Et pour ce qui concerne Manger Luma, c'est vachement important parce que ça dit deux choses. C'est-à-dire que ce truc, il s'est fait de manière anonyme. C'est 20 contributions, 19 arlésiennes et une non arlésienne. Et en fait, le fait que ça ait été fait de manière anonyme, ça dit aussi des choses politiques. C'est-à-dire que c'est pas simplement le fait de ne pas vouloir avancer avec des figures qui seraient les porte-paroles, ou nous trois on n'est pas les porte-paroles du tout, ou les représentants de ce collectif-là. Évidemment pas. Mais par contre, nous trois, peut-être que nous, à Arles, on peut exposer nos visages et que ça ne nous met pas en difficulté. On a une espèce de privilège de là où on parle. Et du coup, cet anonymat-là, c'est un anonymat de solidarité vis-à-vis de personnes qui travaillent dans le champ artistique et culturel à Arles. Et comme on l'a dit tout à l'heure, dans un territoire hyper petit, en fait, ça engage les gens professionnellement. Mais c'est vraiment très impressionnant. Ici, je pense que, tout à l'heure, je prenais l'exemple de Louis Vuitton. Ici, si tu cartonnes Louis Vuitton d'une manière ou d'une autre, bon, bah, peut-être que en fait, c'est pas grave, ça te grille pas professionnellement ad vitam aeternam. À Arles, c'est problématique. Si tu t'avances contre Actes Sud et Luma, enfin, je sais pas, hein, dites-moi si je me trompe, mais à mon avis, dans le champ culturel et artistique, t'es méga grillé, quoi, t'es turbo grillé. Et du coup, tu peux aller... Tu peux te recycler dans autre chose. Et puis j'imagine même pas que dans ces champs-là, rien que si tu as envie d'être serveur et que tu manifestes. Moi, ça me faisait penser quand j'avais entendu parler des actions qu'il y avait eu le jour
l'inauguration de la tour, des copains m'avaient dit qu'il n'y avait pas eu grand monde et que c'était qu'ils auraient aimé qu'il y ait plus de monde, mais j'imagine qu'en fait c'est hyper compliqué de s'afficher quand tu sais que quand tu vas à ces trucs-là, il y a les sbires de l'UMA qui viennent. C'est même pas les flics, c'est genre la police privée de l'UMA qui vient, qui photographie les gens, et que genre j'imagine que même si t'es plongeur et qu'on te voit avec une banderole ou simplement rigoler avec tes copains ce jour-là, que c'est compliqué pour toi, que qu'ils doivent avoir leur propre système de fichage entre guillemets et tout ça quoi. Et vous pouvez nous raconter ce truc-là en fait, moi j'aimerais bien le jour de l'histoire de l'inauguration de la tour là, c'était le 4 juillet dernier. Ce que vous savez du côté officiel de comment ça s'est passé, du côté militant, et nous raconter ce que vous avez fait aussi avec le campus sauvage là que j'avais trouvé super quand vous me l'aviez raconté avec le safari photo. Ça vous embête de me raconter ça? Si ça vous embête pas. Non. S'il y a eu d'autres actions. alors- Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de l'inauguration? C'était Le campus ça sauvage, faisait- c'était pas Ouais. contre l'UMA non plus. Aussi, Non. On le dire. c'est en parallèle, moi, ce que je disais. Ouais. Je vivais sur le campus sauvage. Donc le campus sauvage, c'est un autre collectif dont il se trouve qu'on fait partie et qui s'est créé en 2019, enfin qui a eu sa première édition en 2019, où à ce moment-là, on s'est retrouvés entre personnes qui ont évidemment un regard critique sur l'UMA et qui avaient envie déjà de faire des sciences sociales et que ce soit cool et de faire la fête et de boire des coups. Mais aussi d'aborder ces sujets-là. Et au départ, en tout cas sur les premiers événements qu'on a pu faire, le premier festival et les soirées qu'il y a eu derrière, c'était de pas y aller frontalement. D'aborder ces questions-là, mais dans notre coin, et de faire notre truc à l'arrache, de manière, on est 10, à porter un festival qui dure 3 jours, c'est hyper artisanal, et en même temps, ça a marché du feu de Dieu. Il y a des gens. Et puis, au moment... C'est-à-dire Il y a eu plein de monde, ça a eu des répercussions concrètes, de rencontres, de gens qui ont continué des projets derrière, etc. Il y a 450 personnes aux conférences, par exemple. Pour Arles, c'est gigantesque. Vous faisiez quoi? C'était Qu'est-ce qu'on 450 personnes à quoi? Non, en fait, sur le week-end du premier campus sauvage, il y avait 3 tables différentes et 4 conférences. Et il y avait en moyenne une centaine de personnes par conférence, avec plus ou moins des équilibres sur le genre, mais j'étais conteuse officielle, donc ça lève les traces. Et donc il y avait une conférence déambulée sur le genre. L'idée, c'était aussi de casser la forme frontale de la conférence avec des experts sur une estrade qui racontent des trucs à des gens qui ne comprennent pas tout. Donc une conférence déambulée sur la ville, sur l'occupation différenciée en fonction du genre de la ville, comment est-ce qu'on s'approprie les espaces et tout. Il y avait une table sur l'écologie, 2 tables sur l'écologie et la question effondriste. Avec un parallèle entre Grenoble et Arles et puis un truc plus philosophique sur des questions d'entropie et de conservation de l'énergie. Et après il y avait une 3e table qui disait pas trop son nom, mais qui venait questionner les partenariats publics-privés. Dans une ville comme Arles, c'était presque affiché l'UMA sur une pancarte, quoi. Voilà, donc ça c'était le premier événement. Qui a si bien marché qu'il y a des gens de chez l'UMA qui ont approché l'équipe du campus pour leur dire « Mais super, on va le diffuser, on va faire une soirée. » Tu vois ? Ouais, pardon, juste pour mentionner ça. Et ils ont pas essayé de vous chourer le mot sauvage? Non. Ah, c'est pas... Mais Ouais. en fait, non, ça c'est pas trop une question liée à l'UMA. On a fait cet événement, il y avait ce truc de proposition de rediffusion, puisque tout avait été capté en vidéo, de rediffusion des conférences du campus à l'UMA. Ça, c'était la première chose. Le deuxième événement qu'on a fait, on a reçu Alain Damasio, comme vous, et Corinne Morel d'Arleux à la salle des fêtes d'Arles. Et donc ce soir-là, il y avait 300 personnes. Et de nouveau, intervention d'un des hauts placés de l'UMA qui vient demander à un camarade... comment on fait pour remplir une salle à 300 personnes. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Faut le Ah dire. oui, ça c'est vachement bien de le dire quand même. Et en fait, Ouais. oui. Ouais, vas-y. Non, pardon. Ouais. Et bon voilà, et derrière d'autres événements jusqu'à l'événement que tu veux qu'on te raconte, qu'on n'a pas du tout commencé à te raconter. Mais moi j'aimerais bien faire une remarque au milieu.
c'est que je trouve qu'à l'échelle de la ville d'Arles, on a beaucoup parlé de culture, en tout cas on a beaucoup dit ce mot, mais j'ai l'impression que il y a l'institution que peut représenter l'UMA, elle fait pas la différence, quoi. Elle pense qu'on copine parce qu'on fait de la culture et qu'on fait de l'agitation culturelle et qu'on produit des moments où il y a des conférences et tout, mais nous en fait on produit des choses. Le premier Campus Sauvage, c'est un festival de 3 jours avec tant bien que mal 6 000 € de budget ou 6 ou 7 000 € de budget avec des soirées de soutien pour récolter cet argent, des gens qui viennent passer 3 jours de façon entièrement bénévole. Enfin, il y a pas, en fait, on n'est pas dans cette économie de la culture qu'elle promeut. Du coup, je pense qu'il y a vraiment une distinction et il y a vraiment un enjeu à essayer de... Ce que tu disais un peu sur la question du rapport de force, de affirmer et continuer d'affirmer qu'on fait pas la même chose, quoi. Et que si c'est pas clair, je sais pas en quelle langue il faut le dire, mais que, en tout cas, nous, on n'a pas une idée sur laquelle on parachute des milliers d'euros pour qu'il y ait des gens payés au SMIC qui viennent réaliser des trucs, quoi. Enfin, les gens qui viennent, je crois, en tout cas les gens qui participent et qui aident à construire ces choses-là, c'est des gens qui y croient et qui sont motivés et qui le font pour des raisons politiques notamment, quoi. Voilà, je voulais faire ça. Mais je te laisse raconter le... Non, tu veux raconter le week-end du 25-26 ? Non, toi. Pourquoi ? Parce que tu es parfaitement placé pour ça. Et du coup, on s'est quand même dit au moment de l'inauguration que c'était intéressant de faire quelque chose. Et il s'agit même pas... En fait, eux, donc la puissance est telle, l'emprise est telle que tout ce qu'on peut faire, ça les touche. Non, je peux pas... Il silencie la critique, quoi. Il pacifie, il joue une pacification totale. Ça, oui. Enfin, tu voulais dire qu'ils se disent rien. Oui, que ça n'a pas... L'idée, nous, c'est de réfléchir dans notre coin, c'est pas de les toucher eux, que notre critique elle a une quelconque portée contre l'UMA, parce que... Enfin, je crois, le rapport de force, il est... Oui, il est nous, on plante nos affiches... qui veut plante ses affiches devant chez eux, elles y restent pendant 6 mois jusqu'à ce que la pluie les efface, quoi. Il y en a encore les affiches de l'inauguration du week-end du 26 là, ou du 4 juillet, il y a encore les affiches devant la tour, quoi. Vraiment, ça leur fait rien du tout, ils en ont rien à foutre, enfin, faut l'avouer. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là ? On a fait un truc au pied de la tour, quand même, une forme théâtrale. Tu veux raconter ça ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Vas-y. Alors, la première partie de cet événement qui avait lieu sur 3 moments, on va dire. Le premier soir, il y avait donc au pied de cette tour, dans un environnement vraiment, c'est à côté d'une route, il y a des voitures qui passent, il y a du bruit, on n'entend rien, on a une pauvre enceinte et des micros. Mais l'idée, c'était quand même de mettre en scène, de façon plus ou moins théâtrale, puisqu'on n'a pas non plus... des prétentions théâtrales énormes, mais de mettre en scène la FAQ, donc la foire aux questions de l'UMA. Et du coup, c'est vraiment, je vous invite chacun et chacune à aller voir sur le site de la Fondation l'UMA. Cette FAQ, c'est absolument merveilleux, donc c'est des questions qui sont posées, et puis il y a les réponses écrites et très, très bien rédigées de l'UMA, et on ne sait pas trop qui pose ces questions, mais en tout cas, voilà, c'est là. Et donc, l'idée, c'était de donner à voir ça, de donner à voir... tout ce langage et cette justification de comment cette entreprise et cette tour sont des choses positives et font le bien et sont posées des questions avant d'arriver et tout. Voilà, et donc l'idée c'était de donner à entendre ça. Et ensuite il y a eu un moment qui était animé par... Qui était donné à entendre ça avec des propos critiques qui venaient casser la communication. On faisait pas que la FAQ. On faisait pas les réponses de la FAQ. Tu sais, on faisait les... Ah oui, pardon. Ouais. Ah oui, donc il y avait donc une mise en scène avec une comédienne qui posait les questions, une copine qui faisait les réponses de la RH ou d'un communicant l'UMA, quoi. Et il y avait le reste de l'équipe intégrée dans le public qui faisait des réactions à ces choses-là. Effectivement, j'ai oublié ça. Pardon. Et donc ça, c'était suivi d'un moment pendant lequel on s'est interrogé collectivement avec une forme animée par
d'autres camarades qui s'appelaient donc les camarades du champ de l'art. Et c'était une forme qui s'appelle l'auto-enquête. Et donc l'idée, c'était de réfléchir à la question de l'art, et notamment la question qui était posée ce soir-là, c'était est-ce que je pense personnellement que l'art peut changer le monde ? Et à partir des réponses qui étaient formulées par chacun et chacune des participants, on avait une discussion sur qu'est-ce que c'est l'art, qu'est-ce qu'il est possible de faire face à ce genre d'institution. Bingo. Ouais, et le lendemain, on a fait ce genre de safari photo, bingo photo, où l'idée c'était que ce soit sous forme ludique et d'avoir un regard un peu critique ou si ce n'est subversif mais rigolo sur Louma, vu que c'était l'ouverture du zoo quoi. Ça y est, les portes s'ouvraient, on allait pouvoir voir ce qui se tramait derrière et donc on a fait ce bingo photo où il y avait une après-midi pour prendre des photos pour revenir avec des photos qui recoupaient 15 thèmes, je crois, ou je sais plus. Il fallait essayer de cocher toutes les cases et d'avoir une photo pour illustrer chacun de ces items. Et le soir, on projetait toutes les photos de tous les participants et participantes en mangeant des sardines, parce que c'est ce qu'on fait le mieux. Donc genre, on a eu des photos sur le thème l'envers du décor, gentrification, l'arbre qui cache la forêt, marqueur social, tête en l'air, selfie avec une star, éléphant blanc, etc. Et c'était un peu l'idée que ce soit accessible à tout le monde mais que ça donne un corpus un peu rigolo d'images sur la tour comme on l'avait jamais vu, quoi. Et puis il y a pas mal de gens qui ont participé à ça. Ça devait être plutôt joyeux. Pas mal, ouais. Après, on se met sur les quais, on allume des barbecues et on mange des sardines. Et là, il y a du monde, quoi. On tend un drap et puis on projette des images. Et il y a des gens. Mais quand même, on essaie d'avoir une espèce d'exigence programmatique. Bon, là c'était un moment particulier, tu vois, le truc de... Là, l'inauguration de la tour et tout, il y a eu un petit truc, enfin, c'est pas un petit truc, on a fait ça. Mais il y a une espèce d'exigence programmatique à des moments où on essaye de faire vivre les sciences humaines en dehors du cadre universitaire, de les faire sortir du cadre universitaire. Et faire ça, bon, c'est déjà spécial, ça s'adresse à Cédras et on sait pas qui, tu vois, on tente de faire un truc vivant là-dessus. Et c'est fou, ça, je perds mes phrases en plein milieu. Hein. C'est cool. C'est ma présence. C'est le fantôme qui joue après phase. C'est l'objectif. Voilà. Peut-être je peux rajouter un tout petit truc parce que j'ai eu le privilège d'être présent durant la contre-inauguration, quoi, en gros. Et durant cet atelier d'auto-enquête là, que tu as résumé, sur cette question un peu bac de philo, quoi, est-ce que l'art peut changer le monde ? Enfin, moi, ce qui m'a marqué durant ces échanges, et peut-être que je suis biaisé parce que c'était les réponses aussi qui étaient à peu près proches de celles que j'avais envie d'apporter à cette question, c'est que collectivement, je trouve que ce qui est ressorti des témoignages, c'était plutôt une réponse ultra négative et très sceptique et très méfiante vis-à-vis de la capacité de l'art à changer le monde, en fait. Et que du fait de l'expérience concrète de ce qui se passe à Arles, de la Fondation Louma et de son discours de justification qui se base sur l'art et la culture pour mettre en place des mécanismes de domination, et ben, je trouve qu'il y avait un niveau de conscience politique et une représentation de ce qu'est l'art dans la vie concrète des gens, comme quelque chose d'extrêmement négatif, en fait. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant et une vraie avancée par rapport à où en est en général l'état du débat critique sur la question de l'art, où il y a toujours quand même un peu l'espoir, il y a toujours l'idée de laisser planer un doute que l'art pourrait quand même nous aider à changer le monde. Et j'ai trouvé ça hyper marquant, en fait, à ce niveau-là, c'était de voir que les conditions matérielles d'existence étaient tellement perturbées par un projet qui se fondait sur des discours de justification art et culture, que finalement le ressenti spontané, sans théorie critique, sans capital culturel particulier à propos de l'art, etc., il y avait une réaction ultra négative vis-à-vis de l'art et qui n'était pas une réaction particulièrement conservatrice, en fait. C'était juste une sorte de clarté totale entre le lien qu'il peut y avoir entre oppression, art et culture, en fait. Et ça m'a vachement marqué lors de cette contre-inauguration, quoi. Ah, mais... En fait, on voit bien que... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu parles de l'art, c'est vraiment c'est plutôt la façon dont certains se servent de l'art, plus que l'art en lui-même, quoi.
Mais c'est un raccourci hyper efficace de dire que l'art oppresse, mais qui du coup parfois j'ai l'impression c'est un peu contre-productif de dire ça, parce que quand tu parlais de complexité tout à l'heure, en fait, je sais pas, je peux pas me dire que l'art oppresse, quoi, que c'est l'utilisation qu'on peut en faire, qu'on en fait, qui oppresse là par exemple, quoi, mais que dire que par exemple les artistes seraient des oppresseurs, tu vois, et les artistes sont pas, les artistes c'est pas des, tu penses que les artistes sont des oppresseurs et sont simplement des héros du capitalisme triomphant et de tous les types de domination, du patriarcat, non ? Les artistes, c'est vrai que c'est une catégorie fragmentée, mais après on va dire les artistes légitimes, par exemple, qui font une carrière aujourd'hui dans le champ de l'art, c'est vrai que j'ai du mal à les distinguer de gens qui font une carrière dans le service marketing d'un groupe capitaliste. Enfin, c'est à peu près la même fonction, il y a une grosse différence en termes salarial, parce que c'est des gens qui travaillent gratuitement, mais c'est... Tu veux dire légitime, c'est des gens, en tout cas, qui ont la reconnaissance des institutions. Et je pense que c'est des gens qui ont des intentions tout à fait louables, enfin, pour en avoir beaucoup croisé, qui ont un désir aussi d'anticonformisme et de s'éloigner aussi du monde du travail conventionnel, etc., mais qui se retrouvent aliénés à la fois par des conditions de travail déplorables, avec des vraies problématiques de travail gratuit, et qui travaillent dans des contextes extrêmement compliqués, quoi. Enfin, c'est aujourd'hui que ce soit des contextes étatiques ou des contextes privés, de fondations privées. Et du coup, oui, enfin, je pense qu'on peut considérer que de toute façon, les artistes, pour avoir assisté à beaucoup de groupes de parole sur les conditions de travail, où il y avait une revendication collective souvent qui venait, on est des prolétaires parce que, enfin voilà, notre compte en banque il est vide, on n'est pas payé, il y a du travail gratuit, mais je trouve qu'il y a toujours ce déni des différentes composantes du capital, et la composante notamment du capital culturel, et qu'il y a une appartenance des artistes à la bourgeoisie culturelle, et souvent cette appartenance, elle est déniée, quoi, en fait, par les acteurs et les actrices du champ de l'art. Et je comprends en même temps, parce que c'est aussi assez dévastateur par rapport aux mythologies du champ de l'art qui sont souvent... Enfin, moi, tous mes amis, ou même la manière dont moi je suis allé vers le champ de l'art, c'était avec cette idée quand même que j'allais plutôt vers une voie dissidente, en fait. Et souvent, cette dissidence se retrouve être souvent une participation à des processus de solidification de l'ordre établi encore plus puissants que peut-être d'autres domaines plus classiques ou conventionnels. Et moi, c'est mon retour d'expérience, et je veux pas essentialiser, mais c'est pour ça que tout à l'heure je disais, je trouve qu'il y a un intérêt à se poser la question de quel sens on donne au mot art, parce que c'est aussi un mot qui donne lieu à énormément de fantasmes, en fait, et quand on précise pas aussi à quoi on se réfère, moi je trouve que c'est toujours plus pratique de se référer aux réalités matérielles, en fait, qu'on peut associer à ce mot, en fait. Et donc c'est des institutions culturelles, c'est des pratiques, c'est des régimes de représentation, et je pense que de la peinture à la pratique du white cube ou de l'installation, on peut... alors je parle d'art contemporain, là, parce qu'on était un peu sur des fondations d'art contemporain, mais on pourrait évidemment parler d'autres champs, mais on pourrait aussi parler du spectacle vivant, de la danse, ou ce genre de choses. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans des régimes de représentation qui sont situés, qui ont une histoire, il y a de la socioconstruction derrière tout ça, et que ça a à voir avec, effectivement, les affects et les régimes de représentation du monde de la bourgeoisie, en fait, et de la bourgeoisie blanche en Occident, et c'est intéressant d'avoir un peu ce discours méta-art, en fait, pour pas être dans ce biais de l'avant-garde contre des arrière-gardes, ou d'essayer de mettre en avant un meilleur art que l'art perverti par le capitalisme financier. En fait, je pense que l'art a une histoire très proche de l'oppression. Après, je veux pas essentialiser, encore une fois, mais si en tout cas on se rapporte à une méthode un peu matérialiste, historique, c'est des institutions et des pratiques qui ont plus à voir avec l'oppression, je pense. Ouais. Bill. Oui, tu dis ça, et en même temps, sous couvert de langage émancipateur, Et progressiste, ouais. Et progressiste, oui, il y a vraiment cette question de dire, aujourd'hui, quand tu vas à l'UMA, il y avait cette expo, il me semble que c'était pas cet été, mais l'été d'avant, une exposition qui s'appelait It's Urgent, et qui venait dénoncer la question climatique avec des images ou des affiches qui venaient dire à quel point il était urgent de se saisir de ces questions-là. Et on n'a pas du tout parlé de ça, mais je pense que c'est un point important. On va avoir des conférences sur plusieurs jours qui s'appellent les Luma Days, où on va avoir tous les penseurs que tu as cités au tout début d'ailleurs, qui sont des gens à la pointe de l'émancipation, en tout cas qu'on va regarder comme des penseurs critiques des oppressions, etc., qui viennent à cet endroit-là déverser ces discours. Et je pense que nous, collectivement, on s'est beaucoup interrogé sur ce que ces discours produisent
à ces endroits-là, quand ils sont formulés à ces endroits-là, et qu'est-ce que l'institution fait quand elle s'empare de ces discours? Est-ce qu'elle avale de la critique? Est-ce qu'elle permet vraiment en fait une prise de conscience ou une évolution des choses? Peut-être vous avez des choses à dire là-dessus. Je pense que c'est... Vas-y. Si tu veux. Moi je les déteste. Non mais en plus, non mais c'est pas du tout vrai. Je les déteste, ça veut rien dire. Juste, en plus, certains d'entre eux et elles, c'est des alliés quoi. C'est des alliés de ouf, tu vois. Et quand tu vois ces alliés-là aller copiner avec Louma, parce que certainement leurs conférences sont super bien payées. Parce que les conférences, ça aussi c'est important, les interventions. Seulement? De quoi? Seulement? Non, évidemment pas que pour ça, mais aussi pour ça. Il faut quand même revenir aussi chaque fois matériellement aussi pourquoi ces gens qui sont parfois nos alliés, qui sont pour certains nos alliés vont répandre faire des conférences devant des parterres relativement vides dans les salles de Maya Hoffman. Pourquoi eux ils y vont? Je pense que déjà oui, clairement matériellement il faut se poser la question, tu vois. Le désengagement, peut-être que le désengagement public, peut-être que le fait qu'ils soient payés à des tarifs très élevés, enfin on sait en fait que les tarifs qui sont proposés d'intervention sont des tarifs qui sont vraiment largement au-dessus de la moyenne de ce qui est proposé dans des confs classiques. Donc déjà ça par exemple, forcément c'est incitatif quoi, pour y aller. Et après là où ça produit une forme d'énervement pour nous qui nous intéressons au champ de la pensée critique, c'est que ces personnes-là qui sont censées être des alliés, ils copinent avec l'agent gentrificateur principal de la ville d'Arles, quoi. Et donc, ceux qui produisent le plus d'oppression concrète sur nos vies, par l'augmentation des loyers, par plein de choses, la dépossession d'espace, etc. Et du coup, ouais, c'est un peu dur. Ça. Et du c'est coup, comme s'ils faisaient des conférences pour Uber ou Airbnb ou McDo, en fait. Parce que c'est un tel niveau d'hégémonie en fait, sur une ville que c'est... C'est ça, c'est tel niveau d'hégémonie, et puis en fait, c'est comme si il mettait au millième plan le lieu d'énonciation. Mais en fait, lorsque tu vas... Bon, on va citer ce truc. Virginie Despentes qui vient lire Pasolini, qui vient lire un texte hyper offensif de Pasolini, à l'invitation de Paul B. Preciado aussi, avec Béatrice Dalle, dans l'enceinte de Louma. T'as un parterre avec des fauteuils du designer Ims là, ou Stark, j'en sais rien, bref. T'es dans cet espace-là, en fait, il y a des gens il y a plein de personnes qui nous disent, en fait, ce que ça produit, c'est que le dispositif, le lieu d'énonciation, il neutralise, il vide de sa substance critique tout le propos qui est dit. En fait, presque, il y a une personne qui m'a dit ça tout à l'heure quand je parlais avec elle. Elle me dit, mais en fait, peut-être que ça serait fait dans une langue étrangère incompréhensible, que les gens, à la fin, ils auraient applaudi de la même manière, ils auraient rien compris, ils auraient applaudi de la même manière. Le discours de Pasolini, c'était un discours très violent contre la bourgeoisie, donc contre le parterre qui était devant, d'accord ? Pas la totalité des membres, mais contre le parterre qui était là. Et à la fin, ça applaudit à tout rompre, quoi. C'est magnifique, tu vois. On est trop contents. On applaudit l'insulte qui vient de nous être faite. Donc en fait, qu'est-ce qu'on produit ? En fait, on produit un énième lieu de socialisation mondaine où on va voir Virginie Despentes à Arles, c'est trop cool. Mais à un moment, quoi, est-ce que ça sert le propos, tu vois, est-ce que le propos pasolinien à ce moment-là qui a été déployé par Virginie Despentes, il a fait son office, tu vois ? Non. Enfin, vraiment non. Et ça, on pourrait multiplier les exemples. Bref. En fait, c'est douloureux parce que... Enfin, c'est douloureux, c'est pas douloureux. Enfin, ça fait pas mal non plus, faut pas déconner. Mais juste, c'est chiant parfois de devoir... certains sont nos alliés, sont nos copains, nos copines. Et on se sent une proximité. Il y a des propos, il y a des philosophies, il y a des propos critiques qui sont développés par des intellectuels critiques, qui sont géniaux et dont nous on essaye de se saisir et de prendre au sérieux, et qui
vont aussi être, qui vont être exposés là-bas dans des conférences, dans des salles de milliardaires, et qui vont se déployer tranquillou. Et ok, donc en fait, au final, si tu connais pas ça, t'écoutes, tu regardes, les concepts qui sont déployés, tu les entends, ils sont affichés, et donc on va parler de, je sais pas, de violence, d'hospitalité, de plein de choses, on va déployer tous les grands mots de l'émancipation, des luttes pour l'égalité, etc. Et en fait, c'est vidé de sa substance, quoi. À quoi bon faire ça ? Ça produit quels effets concrets, réels, dans l'espace arlésien, tu vois ? À part un dégoût, à part de se dire, en fait, cette élite intellectuelle-là, ces penseurs critiques qui ont le langage savant et tout ça, en fait, ils copinent avec l'aristocratie, avec le féodalisme arlésien contemporain. Ah ben donc en fait, c'est les mêmes, quoi. Donc du coup, rejet de cette merde en bloc et tout. Bref, hein, c'est un peu triste. J'ai passé un coup de gueule. Non, je l'ai. C'est vrai. La vie du fantôme, Ouais. Le fantôme, de par sa présence ici et pas à Louma, dénote une certaine ambiance, en tout cas par défaut. Par défaut. On essaye de traduire. Hein. Attends. Et que le fantôme de l'art, il est là, quoi. Il n'est pas là-bas, quoi. c'est vous, fantôme, là. Oui, ce soir. Et que la vengeance, elle est un peu là, ce soir. C'est très long. C'est très long, la vengeance. C'est quoi l'art de la vengeance, fantôme? C'est un temps un petit peu autre que événementiel, bien que ce soir ça fasse un petit peu événement, mais ça c'est en ligne. Et petite Louma, coucou. Oui, moi j'avais une autre question. En fait, moi je viens de Nice et Condoléances. merci. Et donc en fait ces espèces de projets d'art contemporain au cœur d'un renouvellement urbanistique, on y touche aussi du doigt puisqu'il y a un espèce de truc un peu ignoble qui va surgir dans le centre-ville de Nice au niveau de la gare. Mais ce qui était intéressant à Nice, c'est qu'il y avait une forme d'impossibilité à développer ce genre de truc s'il n'y avait pas non plus un développement sécuritaire qui permettait à la fois, bien évidemment, de transformer la ville dans ces changements à la fois sociaux, mais aussi directement politiques, et aussi de protéger en fait, ces nouvelles infrastructures qui allaient advenir. Et ça se faisait sur deux leviers. Le premier, c'était effectivement l'armement, l'accentuation du pouvoir de la police municipale. Et le deuxième, c'était l'engagement massif de vigiles, d'agents de sécurité aux abords des infrastructures d'art qui pouvaient se faire, quoi. Est-ce que, en fait, à quoi tient l'UMA ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment eu un dispositif sécuritaire massif qui s'est développé autour ? Caméras de sécurité, agents de sécurité, vigiles. Et en fait, à quoi en fait, ça tient tout ça, quoi ? Comment ça se fait que ça n'a pas encore brûlé? Oui, voilà, comment ça se fait que ça n'a pas encore brûlé, ouais. Guillaume, tu veux dire un truc ? Non, là j'ai l'impression que ça vous concerne plus parce que je connais quand même assez mal la réalité locale. Après, j'ai plein de trucs à dire sur le parallèle entre force de l'art et force de l'ordre. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on va dire des trucs bateaux et puis après on te laissera répondre. Tu veux dire ? Pourquoi ça va pas brûler ? Pourquoi ça va pas brûler ? Moi j'ai l'impression qu'il y a deux choses. On condamne les violences. On condamne pas. Enfin bon, bref. On commencera pas par condamner ou pas les violences. Quoi ? Tu condamnes les violences ? On a confiance dans la justice de notre pays, on condamne les violences. Merde, c'est la base. Je pense que la première chose, c'est. Elle est inifugée ? Non, c'est le truc culturel en fait. C'est le truc culturel et émancipateur. C'est l'espèce de vernis ou de discours dont se recouvre la tour et qui du coup
enfin, dans une ville qui se veut ville d'art et de culture, où en fait, il y a un peu ce truc de se dire non, mais attends, c'est intéressant, on va voir ce que ça donne et tout, machin. Donc il y a quand même une espèce de curiosité qui fait que, spontanément, encore une fois, c'est ce truc de est-ce qu'on fait tous la même chose et est-ce qu'on est tous des agitateurs culturels, quoi. Parce que si cette tour, elle fait exactement la même chose que nous, en fait, ouais, c'est cool, c'est de la culture en plus, quoi. Et du coup, qu'on regarde ce truc, qu'il y a pas mal de gens qui regardent ce truc en disant oui, mais bon, de toute façon, avec cette espèce de défaitisme de toute façon, c'est comme ça, sa tour, elle est construite, maintenant elle est ouverte, on va bien voir ce qu'elle en fait, et peut-être, à certaines occasions, il y aura des trucs cool, quoi. Ça, j'ai l'impression que, quand même, je disais tout à l'heure les imaginaires, que c'est vraiment un truc qui revient de se dire, ouais, mais... Enfin, le monde, il est comme ça, la marche du monde, elle est comme ça, et du coup, je suis pas sûre qu'il y ait des actions concrètes possibles, machin. Et l'autre truc sur l'aspect vraiment sécuritaire, c'est que on a parlé des 15 ans de mairie communiste à Arles. Il faut savoir que très récemment, aux dernières municipales, on a un nouveau maire qui n'est autre que Patrick de Carolis. Salut Patrick. Voilà. Donc Patrick de Carolis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien président de France Télévisions. Il a été condamné pour favoritisme dans l'affaire Big Malion, et du coup, pour se redorer un peu le blason, il est descendu en province. Il a rappelé qu'il avait ses morts au cimetière d'Arles, et puis il s'est présenté à la mairie et il l'a eu. Et donc, dans le cadre de son programme de campagne de Carolis, il y avait notamment cette question sécuritaire, avec un budget, on a eu 2 fois la visite de Darmanin récemment, c'est ça, non ? Avec un budget sécurité voté pour l'arrivée de... Je sais jamais si c'est... je crois que c'est à peu près 150 nouvelles caméras dans la ville. Et aussi une promesse de campagne qui était l'effectif de la police municipale x5 avec création d'une brigade canine et resserrement des liens entre police nationale et police municipale, évidemment. Et même dans une conférence de campagne, il avait annoncé que chaque citoyen d'Arles aurait une appli sur laquelle il pourrait signaler les troubles dans son voisinage. Parce que vraiment, on n'attend que ça, quoi. Et c'est nous les voisins vigilants. C'est pas eux ? Voilà, moi je sais pas si vous voulez dire d'autres choses sur brûler la tour. Moi je trouve que ça dit... Enfin, tu vois, le fait que brûler... Tu dis pourquoi la tour elle a pas brûlé, tout ça. Brûler la tour. Bruno Latour ? Brûler la tour ? Non. Plus tard ça. Pourquoi la tour, tu vois, elle est pas tombée ou quoi ? Mais c'est peut-être aussi parce qu'en fait, nous, on identifie ça comme un adversaire politique de premier plan. Mais en réalité, il faut quand même se dire les trucs. À Arles, il y a un paquet de monde qui en a vraiment rien à foutre de la tour Louma, quoi. Vraiment, hein. Sérieux. Hein. C'est, pour plein de monde, ça les intéresse pas. C'est pas intéressant, la tour Louma. Et ça impacte pas leur vie, etc. Tu vois, c'est pas non plus, faut pas déconner. Nous, on est dans le centre-ville, on voit des impacts. Nous, ça nous intéresse pour la question des penseuses et penseurs critiques qui y vont, et que du coup, on se dit, il y a un problème, tu vois, il y a un problème de ce côté-là. Ça nous intéresse pour des questions de... peut-être aussi on peut en parler de la bourgeoisie culturelle qui copine, qui se rend complice de ce genre d'entreprise capitaliste, prétention artistique. Bon voilà, ça c'est des trucs qui nous intéressent un peu nous, mais en réalité il y a plein de monde qui trouve ça fantastique en fait, parce que ça fait rayonner la ville d'Arles à l'international et que c'est trop cool en fait. Ça met un focus, donc en fait c'est pas si mal, c'est une bonne nouvelle. Donc peut-être qu'aujourd'hui il n'y a pas une masse critique du tout de personnes qui sont là pour trouver que c'est absolument scandaleux que la tour Louma existe. Nous on sent un sentiment de dépossession diffus dans la ville. Oui, c'est ça. Ouais. C'est que briller à l'international, ça veut aussi dire, comme des gens me racontaient, qu'en fait, ils habitent dans un appart, ils louent un appart, et que si ils veulent en changer, eh ben, ils peuvent plus. Ou alors ils prennent un appart dans le même quartier qui est 2 fois plus petit, ou alors ils prennent un appart de la même taille 10 fois plus loin. Mais qu'en fait, à quoi bon rayonner à l'étranger? T'imagines le niveau de vacuité? Qu'est-ce que tu veux rayonner à l'étranger, toi?
Je sais pas qui veut rien. Ouais, mais c'est un exercice, quoi. Mais ça, c'est parce que Il faut faire un exercice de raisonnement. C'est autre chose. Tu vois, il faut faire un exercice de raisonnement pour se dire que, voilà, indirectement, ça va impacter nos vies, etc. Mais que directement, a priori, tu peux voir ça comme quelque chose de... Enfin, selon les... Je sais pas. Voilà. Mais tu vois, c'est comme ce truc le délire du ruissellement et tout ça, que ils disent 300 emplois de créer, mais en fait, tu vois, les emplois, je sais pas, c'est des emplois de serveurs, de dames de ménage, de gardiens, et que même pour le paysagiste, tu sais, ils n'ont pas trouvé quelqu'un du coin, ils ont appelé je sais pas d'où il vient, là, Bas, ou je sais pas quoi, il est sûrement très bon, d'où il vient. Il vient pas de la Camargue, quoi. Hein ? Des Pays-Bas. Tous les commissaires d'exposition, les curateurs, les machins, tous les gens qui ont des tafs chouettes qui pourraient... Enfin, tu vois, il y a personne qui vient de moins de 2000 mètres à la ronde. C'est l'impression que j'en ai. Hein. Il y a sûrement des exceptions. J'espère qu'au moins ils ménagent 2-3 exceptions, quoi. Putain, si j'étais eux, je me... Mais alors, désolé, j'ai écouté d'une oreille pas distraite, mais en tout cas éloignée et malentendante. Mais là, j'ai l'impression qu'on touche un point qui me paraît hyper important. Alors, encore une fois, peut-être que je vais mal restituer ce que vous disiez juste à l'instant, mais vous sembliez dire que les gens à Arles vivent très bien avec cette tour de merde au milieu, que vous en percevez relativement indirectement les effets en tant que les processus de gentrification, ça fait augmenter les loyers, etc. Et donc en fait, quand on entend cette bribe-là, on serait tenté de dire que, on serait tenté de penser plutôt que finalement, ça serait une question de posture d'être contre ce merdier-là. Et qu'en fait, ce serait par principe, une question de principe ces espèces de riches personnes absurdes qui financent des choses absurdes et que nous, je sais pas, au nom d'un art un peu plus do it yourself ou un peu plus je sais pas quoi, finalement, ça nous gênerait. Et je pense que ça dit quelque chose un peu de... C'est aussi au nom des habitants qui peuvent plus vivre là parce que... Oui, mais là je rebondissais sur le fait qu'il disait précisément que les habitants finalement s'en accommodaient réellement bien. Et moi je suis pas sûr, et précisément je suis pas sûr que ce soit un très bon argument de se dire c'est un argument un peu gauchiste, quoi, pour les pauvres habitants qui ne pourront plus être là, etc. Et donc là j'ai l'impression qu'en fait on touche un peu aux limites de la critique de ce truc-là, et en même temps c'est pas un hasard si cette tour, si ce qu'elle représente, elle nous est viscéralement, ça nous est viscéralement antipathique, quoi. Et c'est comme si, donc j'ai l'impression dans la discussion, on n'arrivait pas à nommer, ou vous n'arriviez pas à nommer, la discussion n'arrivait pas à nommer ce qu'il y a de fondamentalement ennemi là-dedans. Ce qu'il y a de fondamentalement ennemi, c'est donc probablement pas purement ou uniquement le fait que les loyers montent, parce qu'il y a plein d'autres processus qui font que les loyers montent. C'est pas juste que les gens soient riches, parce que des gens riches, il y en a à plein d'autres endroits qui sont tout aussi débectables, etc. C'est peut-être pas juste qu'il y a des gens qui nous sont familiers et amis qui se retrouvent à y participer. Et donc reste la question, c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des revues contre ce truc-là? Qu'est-ce qui fait qu'on en fait une émission dans Lundi Matin? Qu'est-ce qui fait que ça nous hérisse le poil, que la question de l'art a pourtant été battue et rebattue encore et encore depuis... nous, on vient quand même, je pense tous un peu ici, plus ou moins, de manière plus ou moins proche, de toute une tradition de critique de l'art, de la critique et blablabla, tous les trucs surréalisme, avant-garde, blablabla. Mais qu'est-ce qui fait que ça a encore cette importance-là? Et moi j'ai l'impression que c'est ça qu'il faudrait réussir à situer. Qu'est-ce qui fait que quelque chose comme l'UMA est, à nos yeux, éthiquement incompatible avec l'idée qu'on se fait de la vie, avec l'idée qu'on se fait de la joie, avec l'idée qu'on se fait... Et
Et moi, en fait, j'ai l'impression que ça a à voir avec la question de l'imaginaire. En fait, ce qu'ils font, c'est pas juste faire monter les loyers. Ce qu'ils font, c'est pas juste être riche comme des porcs sous nos yeux. C'est qu'en fait, ils prétendent coloniser l'imaginaire. En fait, ils prétendent dominer, monopoliser l'imaginaire. Et j'ai l'impression que c'est ça, dans le fond, l'élément proprement insupportable. C'est que la question de l'imaginaire, il faudrait la laisser à ses porcs, en fait. Et j'ai l'impression que si on arrive à formuler ça comme ça, c'est éthiquement, d'un seul coup, on sort des critiques un peu gauchistes, bourdieusiennes, le capital culturel, blablabla. Non, le problème, c'est qu'ils portent une idée de la vie, une idée du bonheur qui est dégueulasse, quoi. Et j'ai l'impression que c'est plus juste que le bourdieusisme. Ouais, c'est comme il y avait une histoire des surréalistes qui étaient allés flamber un bar à l'inauguration duquel ils avaient été invités parce que ce bar s'appelait les Champs de Maldoror, et que simplement parce que un bar avait osé pour frimer s'appeler du nom d'un des recueils qu'ils préféraient. Ils avaient une émeute était née là à partir des surréalistes, et je crois même, mais c'est peut-être une connerie, que René Char il avait une balafre qui venait de là. Parce que des gens avaient fait un bar qui s'appelait les Champs de Maldoror et que c'était déjà suffisamment insultant en soi. Mais et qu'aujourd'hui c'est pas un bar qui a un mauvais nom, c'est genre carrément une tour de 56 mètres carrés, de 56 mètres de haut, pardon. La tour de 56 mètres carrés, ça c'est c'est même pas chez moi. Mais voilà, non, mais 56 mètres de haut qui. Et puis rien ne se passe, quoi. Après les mecs, voilà, je sais pas. Mission civilisatrice. Je sais pas, moi je suis pas sûr d'avoir compris les tenants et les aboutissants de la question, et qui était aussi un commentaire de ta part. Après, j'ai l'impression qu'il y a des organisations collectives aujourd'hui qui ont moins de mal à nommer cette chose et qui l'associent aussi à un objectif politique, qui est le démantèlement de ces institutions, leur abolition. Je pense par exemple au mouvement Decolonize This Place à New York, qui est vraiment sur des bases très claires d'anti-impérialisme et de lutte des classes, en fait, et qui fait le lien entre le rôle de ces institutions, des pratiques culturelles. C'est pas une critique bourdeusienne, hein, pour le coup, elle est vraiment très située idéologiquement, elle n'a rien à voir avec Bourdieu, et qui vise l'abolition comme un autre imaginaire possible que celui qui nous est imposé par ces institutions, en fait. Parce que moi je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait que la question de l'imaginaire, ou en tout cas la façon dont cette classe sociale elle a préempté la question de l'imaginaire en disant c'est là que l'imaginaire a lieu, c'est dans l'art, c'est en faisant des expositions, des peintures, des trucs comme ça, alors que finalement c'est l'un des milieux les moins imaginatifs, hein. Enfin, on va dire, si on compare à d'autres milieux. Je pense par exemple à la critique du système pénal qui donne lieu à l'invention de la justice transformative, ou à la question de la critique du droit de propriété qui propose plein d'autres alternatives à comment la propriété est conçue aujourd'hui. Dans le milieu de l'art, il n'y a jamais cette pensée un peu de contre-espace, j'ai l'impression, en fait. C'est qu'on ne pense pas comment on pourrait imaginer autrement la question de la culture avec l'idée d'autodétermination des peuples, ou ce genre de choses, en fait. Et du coup, il y a une sorte de préemption de l'imaginaire, et je pense que la façon dont... Je sais pas si c'est mal nommé, en fait, mais j'ai l'impression que c'est assez bien nommé. Au contraire, c'est que dans ce que je lis dans Manger Louma, dans les discussions que j'ai eues avec vous, il y a un peu cette façon de pointer le fait que ces institutions, on sent bien qu'elles ont un rôle aussi, aujourd'hui, une fonction politique, c'est de neutraliser les luttes, en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup senti aussi très concrètement en participant, par exemple, au mouvement Art en grève, qui mettait un peu à l'ordre du jour la question de l'organisation collective, de la grève générale, du sabotage, d'aller saboter des vernissages, etc., avec toute la théorie critique derrière. Mais 2 ans plus tard, après la pandémie, aujourd'hui, finalement, ce dont on constate collectivement, c'est que les institutions ont capté le langage, mais par contre, il y a eu un phénomène de dissolution des stratégies de rapport de force. Il n'y a plus de grève, il n'y a plus de sabotage, il n'y a plus rien. Mais par contre, il y a des expositions anticapitalistes, il y a des expositions décoloniales, il y a des expositions, je sais pas, enfin, tous les bons termes qu'il faut de la théorie critique. Et donc je pense des discussions qu'on a eues, et peut-être qu'on l'a pas bien exprimé ce soir, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est ce truc qui est pointé, c'est l'art, ces institutions comme organe de neutralisation des luttes, d'assimilation de la théorie critique et de pacification totale, en fait. Et je sais pas si ça répond un peu à ce que tu voulais dire, mais moi c'est un peu comme ça que j'ai entendu ta question, et j'ai l'impression que c'est assez bien nommé, en fait, dans les luttes que j'ai pu observer à Arles, et dans les luttes qui ont pu émerger parfois en France ou à l'étranger,
qui commence à essayer de changer la représentation qu'on devrait avoir de l'art, et pas comme le lieu de l'imaginaire et le lieu de l'émancipation, mais plutôt comme le lieu d'une certaine forme d'oppression particulière, et notamment par la neutralisation et l'assimilation de la théorie critique, par le formalisme en fait, et de quitter les rapports de force concrets matériels, quoi. Voilà, c'est une tentative de réponse. Moi, je voudrais ajouter à ça que... Enfin, je te rejoins complètement sur la question des imaginaires, mais j'ai l'impression qu'un des mots sur lequel, peut-être à un moment collectivement à Arles, on s'est mis d'accord, et ça, évidemment, c'est très mouvant, et il y a plein de gens qui ont des positions différentes, mais que le mot de dépossession, je pense qu'à un moment, il a fait un peu culture commune, et que ce truc-là, en fait, c'est évidemment toute la question de l'imaginaire et toute la question du langage, mais aussi de façon beaucoup plus concrète, en fait, la question des lieux, la question des espaces que tu peux occuper, des choses que tu vas proposer qui, en fait, vont très vite être accaparées ou regardées, ou... Enfin voilà, et qu'il y a vraiment ce truc de se dire, mais en fait, je vis dans cette ville, j'habite cette ville, et en même temps, de quelle façon je peux l'occuper de telle sorte que mon occupation, elle soit pas colonisée par les pensées des autres, les façons de faire des autres, les injonctions des autres, et toute la... Je sais pas, toute... tu dis le terme oppression, et je pense qu'il est très bien, mais un peu cette espèce de chose surplombante, en fait. Cette espèce de culture élitiste qui est descendante, et qui, du coup, est pas des choses qui émanent des gens qui vivent là, en fait. Moi, j'entends bien, mais alors, moi, le terme de dépossession, il me pose question. Enfin, je comprends très bien le sentiment de dépossession, mais bon, là, on parle en particulier de Arles, et donc d'une forme particulière d'ajointement entre la culture et le pouvoir. Mais par exemple, donc là, on est là présentement à Paris, mais je pense que dans n'importe quelle autre ville de merde en France, est-ce que les gens se sentent moins dépossédés de l'environnement, de leur environnement et de leur ville, etc. J'en suis pas tout à fait certain. Donc là, la question, c'est de savoir quelle est cette forme particulière de dépossession, parce que le sentiment de dépossession, tu croises n'importe quel Parisien qui paye 1200 € à un 35 mètres carrés, 29 mètres carrés, il arrive, il a le même sentiment. Donc l'action, c'est c'est quoi le petit bonus qu'il y a à Arles, c'est quoi la forme particulière qu'il y a à Arles, quoi. Elle vient nous civiliser. Elle vient nous civiliser. Non, mais il y a un peu ça aussi, tu vois. Enfin, quand on dit tout à l'heure mission civilisatrice, en fait, il y a de ça. Colonisation économique et culturelle, bon, c'est des mots, il faut les utiliser avec précaution et tout, mais il y a un truc de civilisation. En fait, Arles, pour plein de... Arles, c'est reconnu pour tout l'historique culturel, etc. Et aussi, on sait qu'à Arles, il y a des fortes identités locales, des traditions implantées, etc., des identités fortes. Ça, c'est vécu... alors, c'est un agencement, c'est un truc un peu... C'est une ligne de crête un peu ténue, mais elle essaye de jouer les deux. Elle dit qu'elle est suisse et camarguaise, mais quand même, il y a, par le biais des Luma Days, une prétention à venir civiliser les espèces de barbares incultes locaux. Et je dis ça, évidemment, ils diront que c'est n'importe quoi et que ça n'a pas de sens. Mais il y a des gens qui vivent ça comme une espèce de truc qu'eux ne connaissent pas, quoi. Je sais pas, un langage, une manière d'être, des trucs arty qui arrivent et qui s'imposent à tout le monde, où du coup la ville devient une galerie commerciale à grande échelle avec des galeries éphémères partout, et le langage de la bourgeoisie culturelle qui se répand partout. Donc ouais, je pense que ça rajoute au sentiment, puisqu'ici il faut chercher des éléments, ça rajoute au sentiment de dépossession peut-être qui peut être vécu à plein d'autres endroits. Là, il y a ce truc de coloniser culturellement un endroit. Vraiment. Et utiliser ce mot, c'est un peu fort, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a posé la question à Françoise Vergès, de savoir si elle trouvait ça pertinent d'utiliser le lexique décolonial pour qualifier, montrer ce qui se passe là, et elle est plutôt d'accord avec ça, quoi, qu'il se passe ce genre. De quoi ? Elle nous a autorisé. On est autorisé, on se sent autorisé. Hein. En tout cas, elle est plutôt d'accord avec cette lecture-là, qu'il y a aussi une espèce de prétention à venir nous expliquer la vie, tu vois.
voilà, aux espèces de barbares incultes. Je sais pas. Il n'y a pas une phase là-dedans dans cette interview où elle dit Marie, dis-nous que t'es pas d'accord. les Arlésiens changent, je change. Si. Tout le monde change depuis Oui. qu'il y a la tour. Oui. Le monde change. Ah, je m'en souviens pas. À la fin, ouais. Là, moi, j'ai un ce qui est particulier, c'est qu'il y a effectivement de prétention à ce que vous nommez, merci à François Vergès, c'est la colonisation des barbares. C'est vraiment la constitution d'une nouvelle humanité, en fait. Enfin, tu vois, on va créer un nouvel. Alors, je sais pas comment on appelle un Arlésien. On va produire un nouvel Arlésien, quoi. Et parce que Progressiste et émancipé. ouais. Et qui est de notre camp, quoi, a priori. Avant ce soir, des potes qui me disaient ah oui c'est quoi l'enregistrement, etc. Et bon, moi j'avais pas du tout j'avais vraiment pas peu suivi l'élaboration. Donc, ah oui c'est un truc sur Maya Hoffman, grosse bourge milliardaire qui machin, et je me suis obligé de dire mais c'est pas comme Pinault et machin, parce qu'effectivement des milliardaires qui donnent de l'argent à l'art et font des trucs qui valent ce qu'ils valent, voilà. Il y en a beaucoup. Enfin, en France le mécénat ça a quand même une tradition qui est assez massive. Et pour autant, on sent bien que là, la forme, la texture du malheur qui s'abat sur vous est quand même assez... Non, mais je prends le terme pour rigoler, mais enfin... Pas pour rigoler. Rigolant. La texture du malheur qui vous tombe dessus est quand même bien particulière. C'est-à-dire que, j'ai l'impression qu'il y aurait vraiment à distinguer entre l'espèce de forme aristocratique de mécénat et vraiment la volonté de produire une espèce de nouvel habitant qui donc va trouver la tour jolie, mais qui aussi va s'intéresser au thème du moment, va se remplir de bonne conscience gauchiste, peut-être demandera à Vergès si elle autorise ou non à utiliser tel ou tel terme. Enfin, tu vois, un truc on sent que c'est pas juste acheter des artistes pour qu'ils te fassent une belle peinture de ta gueule, c'est vraiment essayer de produire une humanité à l'image, une humanité vraiment esthétique, à l'image des nouvelles formes du capital, en fait. Ça, c'est juste pour essayer de préciser ce qu'il y a de particulier. Mais j'ai pas écouté le début. Si ça se trouve, vous en avez parlé en long, en large et en travers. Non, pardon. On n'est pas des théoriciens, théoriciennes. Tu veux dire Marie ? Tu veux dire que... Non. Moi, je pense que quand même, il y a un truc un peu... Je comprends ton analyse et je pense qu'elle n'est pas totalement fausse, mais pour moi, il y a aussi un truc de... En réalité, moi, en vivant à Arles, j'ai l'impression qu'il y a un décalage profond. C'est-à-dire que si, par hasard, Maya Hoffman avait toutes ses intentions, en fait, ça marche pas globalement. Elle fait des conférences... elle fait venir Philippe Descola, il y a 80 personnes, quoi. Je veux dire... Et du coup, je pense quand même qu'il y a un décalage entre ce qui se passe en réalité et l'idée qu'elle serait capable de capter comme ça, presque par magie, juste parce qu'elle a posé une tour, en fait, et que du coup, ah bah tiens, forcément, ça intéresserait tout le monde et ce serait vraiment... J'ai une question hyper piège. Ah, S'il y j'adore. avait 2000 personnes pour écouter Descola, est-ce que tu trouverais que l'UMA, c'est bien ? Non. Voilà. Donc, Non, c'est mais pas ce ça que le je veux problème. dire, mais non, mais c'est pas que c'est le problème, c'est juste que j'ai l'impression que du coup, trop cool qu'elle arrive et qu'elle présente et qu'elle prétende civiliser et façonner de nouveaux êtres humains. Et évidemment, ce truc-là, il est trop énervant et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles on est là. Mais par contre, je sais pas dans quelle mesure ça marche et ça. Enfin, moi, cette tour et ce campus créatif, ça me fait vraiment l'effet d'un truc hors sol, quoi. Et du coup, je me demande, vraiment, c'est une interrogation de putain, mais quelles sont les prises de ce truc-là, en fait qu'est-ce qui va faire que d'un coup, ça modifiera Évidemment, ça a des conséquences politiques, on les vit, ça a des conséquences sociales et tout, mais est-ce que demain, ça change la mentalité des gens comme ça ? Je le sais pas, moi. Ça la change certainement, mais peut-être pas dans le sens dans lequel ça prétend les changer. Ouais. Mais parce que de loin, ce à quoi ça ressemble, c'est un laboratoire en fait. Enfin, vraiment, quand on voit la tour au milieu, comme moi j'ai juste vu des photos, je n'ai jamais mis les pieds à Arles, mais quand on voit la tour au milieu du truc, tu dis oulala, les gens dans cette ville, on est en train de leur faire un sacré truc, quoi. On est en train de tenter une opération sur eux qui a jamais été tentée exactement sur ce mode-là, et on va voir. Alors,
peut-être que ça Ça, marche c'est pas vrai, hyper bien, wow. que 80 personnes pour des scolas, c'est un peu la honte. Mais en tout cas, il y a un côté un peu rat de laboratoire, non? Non, mais en plus, enfin, je sais pas, ce qui est ouf, c'est que t'imagines que genre les surréalistes ils brûlaient un bar parce qu'il s'appelait Lautréamont, et qu'aujourd'hui t'as carrément quelqu'un qui érige une tour, qui colonise un putain de territoire avec toutes ces thunes au nom de l'art et de la pensée universelle, magique, écologique, des droits de l'homme et de je sais pas quoi, et à part quelques copains, enfin tu vois, tout le monde s'en fout en fait. Enfin, et après évidemment c'est pas les mêmes, c'est plus compliqué de faire exploser une tour que de mettre à sac un bar quoi, mais c'est marrant quoi, c'est vraiment c'est ce que j'ai toujours l'impression de vivre du caractère exponentiel de la dégueulasserie quoi, que je sais pas. Bah, je veux juste dire un truc par rapport à ça. Peut-être que je fais des contresens, mais je tente un truc. Il y a une bourgeoisie réactionnaire qui est là, historiquement, et tout ça, qui, elle, va trouver ça cool, parce qu'en fait, c'est a priori du fric qui arrive, et c'est trop bien, c'est le clinquant, machin. Et il y a la bourgeoisie culturelle de gauche, d'accord ? Elle est... elle, à mon sens, elle se rend vraiment complice elle est complice, en fait, de ce truc-là, parce qu'elle va... elle va adouber, elle va trouver que c'est aussi bien, en fait, d'une manière indistincte, en fait, ce qu'on va faire dans un festival Campus Sauvage ou ce qui va se passer avec le festival Agir pour le Vivant monté par Actes Sud, ou ce qui va se passer au Luma Days, tout ça participe de, tu vois, comment dire, je sais pas, l'enrichissement intellectuel, critique, dont on a besoin pour vraiment s'émanciper de nos vieux fonds réac, ou voilà, bref, se déconstruire, je sais pas quel terme. Et ça c'est aussi hyper problématique. Et ça c'est un truc en action à Arles, parce que le centre-ville Actes Sud, donc on n'a pas parlé d'Actes Sud, mais Actes Sud, c'est donc la maison d'édition hyper importante possédée par Françoise Nyssen, donc l'ancienne ministre de la culture de Emmanuel Macron, et Jean-Paul Capitani, qui possède énormément de lieux dans la ville. Ça c'est une folie même. Et du coup, ces gens-là, ils sont là et ils ont un public. Agir pour le Vivant, ils créent un festival avec ils ont un public qui vient voir ce festival et ses conférences. Et ces personnes-là, maintenant, elles sont copines de Luma, parce que Luma, maintenant, vient filmer des entretiens avec des intellectuels qui viennent pour Agir pour le Vivant. Donc, en fait, tout ça procède du même bouillonnement culturel. Et en fait, je sais pas, moi, de mon point de vue, mais je parle que pour moi, hein, il me semble qu'il y a une espèce de truc... une espèce aussi de course de vitesse, ils essayent de capter toute l'espèce de petite bourgeoisie intellectuelle, vaguement de gauche, mais plutôt progressiste, dans le sens progressiste, pour leur dire, mais venez avec nous, venez avec nous, nous on est de votre côté. Et du coup, ça aussi, ça impuissantise des formes de critique, tu vois. Je dis pas que c'est ceux-là qui vont se lever contre la Tour Luma, et c'est pas eux qui vont aller faire tomber la Tour Luma, hein, ça évidemment. Mais en tout cas, ça participe de la neutralisation de l'espace, quoi. Donc ceux-là, ils sont même pas avec nous, tu vois. Ou alors certains, si, ils vont trouver que ce qu'on fait, c'est la même chose. Ok, cool. Triste. Mais voilà. Donc du coup, après, je sais pas, j'en sais rien, on peut parler des Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, il y a eu le 5 décembre 2019, donc un an après le début du mouvement, il y a eu, au moment de la première manif importante contre les retraites, il y a eu un blocage de l'autoroute qui passe à Arles et qui bloque le flux logistique Espagne-Italie, donc c'est très important, c'était un point très important pendant le mouvement des Gilets jaunes. Donc un an plus tard, en décembre 2019, il y a eu lors de ce mouvement une espèce de cortège assez original qui s'était pas trop vu avant dans le mouvement, et qui a tenté l'après-midi de passer justement d'aller se montrer devant les lieux de pouvoir, et donc devant la Tour Luma. Bon ben voilà, les flics ils sont partout, ils suivent c'est pas rentré, et voilà. Mais voilà, je sais pas comment exactement te répondre. C'est des éléments comme ça, par-ci par-là. J'en sais rien.
toi, peut-être que tu peux dire des choses sur le... Je sais pas, en fait, moi je suis assez d'accord avec la distinction que tu opérais sur le fait que Luma, c'est pas la même chose que la collection Pinault ou LVMH, et effectivement que ça se distingue de cette tradition mécénique, un peu seigneuriale, paternaliste, qui se substitue à la forme muséale. Mais par contre, ça a été assez élucidé plutôt dans les pays anglo-saxons, où la question de la philanthropie privée, pour le coup, avec un programme axiologique, émancipateur, progressiste, etc., elle existe depuis très longtemps, enfin, que ce soit Ford, la fondation Bill Gates ou George Soros. En fait, ce truc de captation des luttes pour l'émancipation par des discours formels et surtout pas par des transformations sociales concrètes, en fait, j'ai l'impression que c'est un phénomène, une façon de gérer le capitalisme qui aussi existe depuis un certain temps, en fait, et que c'est assez inédit en France, et que ça se passe à Arles en ce moment, mais qu'il y a quand même... peut-être pas exactement la même configuration, une longue tradition de la philanthropie privée avec ses valeurs morales derrière, et que c'est un peu Davos qui débarque à Arles, mais ça fait un petit moment aussi que ce truc est en train de se formaliser. Les grands capitalistes conscients des problèmes sociaux et comment tourner à leur avantage la question écologique ou la question des droits de l'homme, etc. Enfin, avec peut-être, enfin, j'essaye de répondre à votre propre question, peut-être cette particularité à Arles où en fait ça se dédouble, enfin ce truc de philanthropie ça se dédouble avec une reconfiguration de la ville. C'est-à-dire que Soros, il peut nous mettre des puces 5G dans le corps avec le vaccin malgré nous. Je blague bien évidemment. Il y a effectivement tout ça de financement philanthropique, mais là en fait ce qui est particulier à Arles, j'ai l'impression, c'est que tout se retrouve à être hyper concentré dans un tout petit endroit et avec par ailleurs des monuments à l'aude de ça qui sont un peu démesurés, et donc ça devient une espèce de photographie, enfin de point de concentration où d'un seul coup ça saute aux yeux. Dans le fond, Maya Hoffman, ça sert à rien de l'accabler outre mesure, mais elle serait dans le 4e arrondissement à Paris, elle pourrait faire exactement la même chose, presque on ne le verrait pas, parce que ça serait au milieu de plein d'autres connards avec plein d'autres trucs, plein d'autres saloperies, et puis ça irait très bien, quoi. Mais, du coup, dans l'introduction, vous avez parlé de la ville qui est tatouée. Il y a ce terme qui est utilisé, je crois que c'est... Dans l'édito. Voilà. Et du coup, mais après, même tout ce que vous racontez, on a l'impression que la ville, elle est marquée par ce truc-là, vraiment pour le long terme, quoi. Et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible facilement, en tout cas. Et que du coup, c'est le nouveau visage de cette ville-là. Et de l'extérieur, moi je me demande, quelle autre solution que juste la fuite vous pouvez imaginer, mais du coup de la même manière aussi sur le champ justement aussi de la création des artistes, etc. Est-ce qu'on imagine autre chose que juste fuir le champ de l'art, fuir ces lieux qui deviennent pas ou peu vivables? Vous, depuis là où vous êtes, c'est quoi justement, on revient sur la question de l'imaginaire, qu'est-ce qu'on peut imaginer, quoi Alors, qui a un programme politique? On est en dépression, nous. non, pas du tout, mais pas du tout. Mais quelle dépression, que dalle. Tu rigoles ou quoi? C'est une blague. C'est mort. Oui, on parle de ça, je sais pas. On jette des trucs comme ça. Ouais, moi, des programmes politiques. Alors, mon programme politique en 3 points. Genre, évidemment. C'est une blague. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce qui vous habite comme. Qu'est-ce qui vous habite ouais, je sais pas, comme on parlait de l'imaginaire tout à l'heure, je pense que c'est vraiment l'endroit aussi de parler de ça. C'est quoi l'imaginaire pour pas vivre que là-dedans ou... Alors moi en fait je reprends vraiment à la volée parce qu'en fait je voulais poser dans le fond exactement la même question qu'Aria, mais je voulais la poser aux fantômes pour clore, parce qu'on arrive à 2 heures. Et donc ma question c'était, faut-il détruire Arles ou faut-il détruire l'art? Et ce qui est la même question en fait. Alors moi je voulais la poser aux fantômes pour clore, mais donc est-ce qu'on détruit Arles ou est-ce qu'on détruit l'art? Alors vous pouvez répondre, mais moi je voulais poser la question aux fantômes, mais c'est la même question que ça que je pose quand même. D'évidence, Arles. Donc vous, fantôme, vous sauvez l'art, quoi.
Ah, complètement. Vous l'épargnez. Vous Je suis l'épargnez. là, je suis là, je suis là, là. il est comme Hoffman, Mais vous n'êtes pas là, vous êtes son fantôme. Oui, mais oui, Comme, oui, il y a une Hoffman et petite Emmanuel. part en moi qui Une petite parle. parle. Moi j'ai l'impression que ce qui ressort dans les dernières discussions qu'on a, il y a eu beaucoup de discussions sur la question de la gentrification, même la question de cette espèce on continue sur les mots du décolonial, mais d'appropriation culturelle ou d'appropriation du langage et tout, et que en fait clairement la tour elle est ouverte, la ville elle est déjà ce qu'elle est, et peut-être cette bataille de la gentrification elle est déjà perdue, et ce qui reste je crois et qui en fait est quand même pas si négatif et déprimant, c'est occuper les espaces en fait. C'est pouvoir s'infiltrer dans les interstices, pouvoir dire que sur la place publique il se passe des choses, qu'il y a des gens qui pensent autrement, qu'il y a d'autres façons de fonctionner. Et voilà, et je pense qu'il y a plein de fonctionnements, d'assauts, de festivals qui sont plus horizontaux, plus égalitaires, qui donnent à voir des futurs et des imaginaires peut-être plus souhaitables, qui existent encore dans cette ville en fait. Et se battre pour que ces espaces-là continuent d'exister et soient des espaces de résistance, moi en tout cas c'est quelque chose qui me parle maintenant quoi. Est-ce qu'il y a des formes d'art qui sont plus intéressantes que celles qui sont exposées à l'UMA? C'est ça la question, fantôme. D'évidence. Moi je suis pas artiste, hein, je suis désolée mais... Je m'adresse au fantôme de l'art. Ah, mais ça le va. fantôme n'est pas prolixe, c'est par définition, quoi. Toutes les Un formes fantôme gratuites. bavard, ça existe. Les formes gratuites, enfin, je sais pas. Je sais pas, moi j'antagoniserais peut-être un peu le fantôme parce que bon, c'est des réponses. T'antagonises courtes, le fantôme. Ouais. Putain, pas à ta place, hein. Au risque d'antagoniser du vide, quoi. Mais genre, franchement, je sais pas. En fait, moi, ça m'intéresserait aussi dans ce contexte. Comme tu disais, il y a une tradition de la critique en art ici. Et je pense que souvent, c'est des prises de parole. Enfin, je pense par exemple à Nathalie Quintane ou à Laurent Cowet qui sont des gens qui ont souvent une sorte de proposition un peu d'un art meilleur par rapport à un art qui serait perverti par le capitalisme financier. Mais moi, je suis toujours pas convaincu par cette hypothèse de l'art contestataire qui subvertit le réel. En fait, enfin, je n'arrive pas à mettre des mots là-dessus, et j'ai l'impression qu'il y a une longue tradition des avant-gardes assimilées, en fait, qui ont eu à peu près la même prétention, et ça finit à peu près toujours de la même manière, et toujours du côté d'un certain ordre établi. Donc moi, je suis plutôt sceptique sur la question de l'art comme vecteur d'émancipation ou comme outil efficace politiquement de lutte. Et peut-être que changer cette représentation en s'accrochant à cette espèce de mythologie que l'art peut nous aider, peut-être que ça peut nous aider aussi à penser autre chose. Et moi je trouve qu'aujourd'hui il y a les approches abolitionnistes qui pensent déjà la question du démantèlement comme quelque chose de constructif, pour plus cantonner la question de l'imaginaire, de l'invention à ces institutions qui inventent pas grand chose et qui imaginent pas grand chose. Et que souvent le cadre abolitionniste il est assez propice à l'invention d'autres institutions. S'il doit y avoir culture, à quoi ça ressemble? À une MJC, ça ressemble à un musée, à un théâtre subventionné. Et de voir quelle est la manière, si on devait penser concrètement l'autodétermination culturelle, au-delà des conditions de travail dans le milieu de l'art, qui est une grosse lutte en ce moment dans le champ de l'art, le salaire à vie, Rio, etc. Ça veut dire quoi l'autodétermination culturelle? Comment tu sors de ces processus de valorisation de nos institutions culturelles? Et je pense qu'abandonner l'art un petit coup, ou en tout cas changer de représentation qu'on peut avoir sur l'art, c'est peut-être un bon début pour penser autre chose, et qu'il y a tellement une dimension sacrée, religieuse autour de l'art et de la culture, que j'ai l'impression que l'invention et la possibilité de penser autre chose, elle est un peu rendue difficile quoi, par la croyance en l'art en fait. Et voilà, moi c'est un peu mon avis et ma réponse au fantôme. Ouais, non, c'est juste, je pense que c'est quand même une des grosses difficultés vis-à-vis de la question de l'abolitionnisme, qu'elle soit pénale ou artistique ou autre, c'est qu'elle implique, comme tu l'as suggéré à l'instant, une institution qui va venir se substituer à une autre, et peut-être qu'on pourrait plutôt imaginer une manière dont l'art pourrait imploser à tel point que l'effet de souffle et de fragmentation altère le rapport même qu'on a
à l'art. Mais à mon avis, l'idée d'imaginer une abolition de l'art avec une nouvelle institution qui le reconfigure au gré du bon vouloir du peuple, j'ai l'impression que ça risque de faire exactement comme pour toutes les théories abolitionnistes de la prison ou de l'abolitionnisme pénal. C'est-à-dire recréer indéfiniment des nouvelles formes très très proches des formes précédentes, parce que toujours branchées sur l'institutionnalisation et pas sur le cœur battant de ce qui se joue, et à savoir dans l'art, malgré tout. L'art, c'est pas la police, c'est pas le... Tu vois. Ça l'est parfois. Non, mais en tout cas, il y a un élément central à l'art qui n'est pas policier, quoi. Tu vois, tu peux le... Enfin, c'est une position qui est belle à tenir ou qui dit plein de choses et tout ça, mais c'est quand même. Moi, ça m'inquiète. Enfin, moi, je suis quand même moins inquiet. Les artistes m'inquiètent quand même moins que les flics, quoi. Enfin, j'ai peut-être tort, hein, mais je sais pas. Faut laisser. Je pense qu'on peut laisser le mot de la fin au fantôme. Parce que... Vous pouvez nous écrire. Et puis on répondra. Mais l'adresse? Alors l'adresse, lundi matin, ou lundi soir. .net. C'est surtout pas net. Ouais, point flou. Ouais, juste, je réagis parce que c'était intéressant aussi ce que tu disais sur l'abolitionnisme, mais c'était aussi assez orienté sur la croyance en la possibilité d'un monde sans institution. Et c'est vrai que voilà, moi, c'est deux orientations différentes. Enfin, moi, ne pas réussir à imaginer un monde sans institution, c'est un manque d'imagination qui fait que dans ce cas-là, il ne faut pas discuter d'art et d'imaginaire, parce que si on n'arrive même pas à imaginer un monde sans institution, on est cuit, quoi. Non, c'est autorité, la preuve. C'est pas que c'est autorité, c'est que si c'est pas possible, dans ce cas-là, Non, mais c'est possible, la preuve, ce que tu l'évoques. Mais moi. Mais c'est pas possible, parce que ça existe de tout temps, en fait, un monde sans institution. Ça dépend. Il faut s'entendre sur ce que veut dire institution, quoi, après. Il y a des définitions sur lesquelles, en général, tout le monde à peu près s'entend. Mais D'accord. Le sens commun, moi, je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, il y a débat, quoi. Mais il n'y a pas un point final, en tout cas, sur ces questions, je pense. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. En tout cas, vraiment, à bas les institutions, quoi. Fantôme, tu es d'accord avec moi, je suis sûr. Oui. Ouais. C'est le principal.